la Snoop. Je lui dis c'est combien Snoop Dogg? Il me dit 270 000 $ la story. Je dis contacte-le, je veux une story avec Snoop, on te paye maintenant, dans la seconde. Donc t'es plus rentable, d'un coup, pouf, première gifle. Deuxième gifle, tu t'es mis 80 000 € de charge par mois. Là il y a Hamza qui t'envoie un message, il faut qu'on envoie 70K au Maroc, on a 34 trésors. Dans 3 jours tu vois. Là je rentre, hop, je fais mes calculs, je fais putain de bordel de merde. C'est la merde ouf. Et on est dans la merde. C'est parti, on appuie sur le bouton, c'était un délire. On lance. Et là, 2 millions de $ en 3 minutes. Ça fait depuis 8 piges que t'es entrepreneur, t'as attendu ce moment, t'as charbonné, t'as mis ton image, il y a ta famille derrière toi, il y a tes amis derrière toi, t'as charbonné, tu sais que ça va marcher, machin truc, et il y a 2 putains de M en 3 minutes. Là, tu pètes les plombs. Tu perds ton putain de meilleur ami qui a 22 ans, avec qui t'as tout partagé depuis les 10 dernières années. Il n'y a pas de mots pour expliquer à quel point c'était difficile. La vie, elle peut s'arrêter comme as. Et quand je te dis comme as, c'est comme as parce que lui, c'était 6 mois, bonjour, au revoir. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je publie ce podcast ici aujourd'hui sur la chaîne YouTube, c'est pour tout simplement aussi vous annoncer que l'on a lancé un nouveau podcast Le Déclic. Aujourd'hui, j'ai plaisir à avoir Robin avec moi. Comment tu vas ? Bah écoute, nickel, en forme, hein. Merci pour l'invitation. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté parce que je sais que tu es très occupé d'une part. En plus, là, tu repars demain, là on est à Dubaï, tu repars demain en France pour fêter ton anniversaire. On revient de vacances, tu as énormément de projets, il s'est passé énormément de choses sur ces 12 derniers mois, on va en parler. Yes. Et aussi du coup sur tout ce que tu as mis en place dans ta carrière d'entrepreneur. Et du coup, non, ça va être super top. Aujourd'hui, on est sur le podcast Le Déclic. Le but, c'est d'identifier quels sont les différents déclics qui ont fait la personne que tu es aujourd'hui. Et aussi, du coup, au travers de toute la valeur que l'on va délivrer, ça va certainement créer les déclics chez ceux qui nous regardent. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Yes, alors j'ai démarré l'aventure entrepreneuriale, c'était en 2014, si je dis pas de conneries. Donc j'ai fait une école de commerce. Malheureusement, j'étais un peu déçu, c'était un peu une illusion, c'était une école de commerce spécialisée dans l'entrepreneuriat. Et ça m'a donné comme des bases, on va dire. Voilà, s'il y a des personnes qui nous regardent, hein, qui se posent des questions sur quel cursus choisir si je veux devenir entrepreneur. Bah, moi, j'avais choisi une école de commerce qui était spécialisée voilà, dans tout ce qui était business development et donc entrepreneuriat. On va dire que ça m'a mis sur les rails, mais c'était vraiment énormément de théorie. Il y avait un petit peu de pratique, mais ça manquait de concret. Okay. Vraiment, ça manquait de concret. Donc, j'en retire une expérience tout de même positive parce que c'est grâce à ça que j'ai pu intégrer l'incubateur d'HEC en dernière année d'école de commerce. Au lieu, en fait, tu sais, quand tu es en école de commerce, pour valider ton année, tu as des stages à faire chaque année. Et moi, j'ai fait que des faux stages parce que ça me prenait la tête. Donc, du coup, ouais, je faisais d'autres choses. Et la dernière année, en fait, je suis allé les voir et je leur ai dit on fait comment ? Soit je refais ce que j'ai fait depuis 4 ans. C'était pas une bonne idée de dire ça parce que ça m'a valu un conseil de discipline. Pour la petite anecdote, je suis rentré dans le bureau de la directrice et je leur ai dit voilà, je vous explique la situation. Vous connaissez ma personnalité, vous savez ce que je veux faire. J'avais, on va dire, ma petite réputation de branleur, mais ambitieux dans cette école. Ils savaient très bien qui j'étais et voilà, j'étais pas spécialement très bien vu parce que peut-être que j'avais beaucoup de belles paroles, mais c'est vrai qu'à l'école, voilà, c'était pas le top. Bref, je rentre du coup dans ce bureau et je leur dis voilà, on fait comment ? Moi, je ferai pas de stage dans une entreprise, je ne serai pas salarié dans ma vie. J'ai déjà essayé en première année, c'est pour ça que j'ai arrêté une semaine après. Donc, soit je fais un faux stage comme les 4 dernières années, soit vous me laissez la possibilité d'intégrer l'incubateur d'HEC et je vais m'incuber moi-même dans mon entreprise. Donc, je vais faire mon stage dans ma propre entreprise que je vais créer. J'ai un business plan de 80 pages que je peux vous montrer là, c'est sérieux. Et elle m'a dit bon, bah, il n'y a pas de souci. Vous pouvez sortir du bureau et puis vous recevrez un mail pour une convocation pour un conseil de discipline, pour ce que vous venez de me dire. Donc, j'ai vraiment été convoqué en conseil de discipline. Ça allait annuler mon master. Hein, parce que je leur ai dit du coup que j'avais fait des faux stages. Donc, ils n'ont pas kiffé du tout. Après, je me suis dit, c'était pas ouf, pas le meilleur move. Mais du coup, je suis allé au conseil de discipline et en fait, bon, les mecs, voilà, ils sont pas non plus débiles. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes quoi ? Vous êtes une école de commerce spécialisée dans l'entrepreneuriat, vous formez quoi ? Des entrepreneurs ? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire que je vais me barrer jouer aux jeux vidéo. Je viens de vous filer un putain de business plan de 80 pages pour vous dire que contrairement à 99% des élèves que vous avez qui vont travailler dans les entreprises, ce qui n'est pas la promesse de votre école, moi je vais créer ma putain de boîte et je vais la créer maintenant. Donc soit vous me soutenez, soit vous me soutenez pas, je m'en fous, mais dans tous les cas, moi je vais dans cette direction. Donc bien évidemment, ils m'ont ouvert les portes de l'incubateur d'HEC, ce qui m'a permis et je pense que vraiment ça a été
ouais, il y a eu, voilà, c'était indispensable, on va dire, pour un bon lancement à mon âge, parce que j'étais quelqu'un quand même voilà, d'assez volatile et j'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin de stabilité. Ça voulait dire que si je démarrais mon entreprise, c'était chez moi, dans mon studio de 14 mètres carrés à l'époque, compliqué. Ouais. Pas dans le meilleur environnement ni les meilleures conditions. Donc ça s'est fait, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai pu avoir un cadre. J'étais avec mon associé que j'avais rencontré à l'époque, où on a du coup démarré l'aventure entrepreneuriale. Où maintenant ça fait depuis, on est en 2022, ouais, donc ça fait maintenant depuis presque 8 ans qu'on développe voilà, plusieurs activités. On a développé des cabinets d'expertise comptable, on a développé des écoles VTC, des agences marketing, des masterminds, des call centers. Des projets Web3, voilà, on a fait vraiment pas mal de choses, business physique et business dématérialisé, ce qui nous a permis vraiment d'avoir cette casquette d'entrepreneur, mais pas que le web entrepreneur qui travaille dans sa chambre et qui pour moi il y a certaines limites. Non, on a été dans le dur, on a des sociétés, on a plus de 10 entreprises dans 4 pays, en France, au Maroc, là aujourd'hui en Espagne et puis maintenant aussi également à Dubaï, et ce qui nous a permis de mettre en place en fait des vrais process de vraies entreprises physiques. Un cabinet comptable, c'est pas drôle à lancer, c'est très difficile, c'est très long, il y a des procédures à respecter, c'est hyper réglementé. Donc en fait, ça a été une école un peu chiante quand même. C'était une école un peu chiante, mais qui a été une très bonne école dans le sens où on a vraiment gagné en maturité entrepreneuriale. Quand après, on a développé des business un peu plus digitalisés, on était beaucoup plus professionnalisés que la moyenne en fait, que des personnes qui faisaient que ça depuis chez eux. Parce que nous, voilà, on a eu des centaines et des centaines de salariés, on avait cette proximité physique et de vraies entreprises classiques traditionnelles, ce qui nous a permis d'avoir une certaine maturité dans le digital aussi. Et aujourd'hui, voilà, je suis là, je suis à Dubaï depuis 1 an et demi et c'est cool. Yes. Ouais. Bon, énormément de choses, beaucoup de hauts, de bas et tout, et ça fait. C'est que ça, hein, c'est que non mais enfin pour tout le monde. Ouais. Il y a pas de, non, ça n'existe pas. Ouais. Si c'est ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ça doit être des hauts et des bas. Malheureusement, j'aimerais bien que des fois ça soit un peu plus tranquille. Mais en fait, non, parce que c'est drôle. Quand c'est dur et quand ça se passe bien, au moins ça permet vraiment de savourer la victoire, quoi. Tu vois, quand tu gravis le haut de la montagne, putain, t'en as chié. Et franchement, c'est bien d'en avoir chié parce que déjà, hop, pied sur terre, tu vois, quand même, ça vient pas comme ça. Il y a rien qui va te tomber sur la gueule du jour au lendemain et ça va être trop facile, ça n'existe pas. Mais ça te permet aussi de rationaliser, de te dire putain, j'ai réussi, quoi. Ouais. Dans la douleur, mais j'ai réussi. Parfois, c'est plus ou moins dans la douleur. Mais tu vois, je suis pas maso, mais plus c'est dans la douleur, plus c'est jouissant quand tu réussis. J'allais justement te poser la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent, qui disent ça, c'est plus justement tu as la difficulté ou plus le mec il a un parcours. C'est comme un jeu vidéo. Derrière. Un jeu vidéo, c'est trop facile. T'as gagné, bon. Qu'est-ce que ça va stimuler chez toi? T'as gagné, mais tout le monde gagne. Bah ouais, non. Par contre, le jeu où il y a 3 mecs sur la planète qui ont gagné et t'es le 4e, là par contre ça fait sens, tu vois. C'est normal, c'est normal. Enfin moi, tu sais, j'ai toujours tendance à dire, tu vois, la masse elle va là, va de l'autre côté, fais ce que les autres font pas. Tu sais, on connaît ce dicton, si tu veux avoir 1% des meilleurs résultats, fais ce que 99% des gens ne font pas. Donc déjà, le fait d'être entrepreneur, mais après ça peut être dans plein de domaines dans la vie, hein, c'est des prises de risques et des choix qui peuvent être dans plein de domaines. Mais en l'occurrence, déjà dans la dimension entrepreneuriale, il y a quand même peu de personnes aujourd'hui qui sont entrepreneurs et peu de personnes qui arrivent à être entrepreneurs à succès, c'est-à-dire qui n'abandonnent pas, quoi. Donc quand tu fais déjà partie de cette catégorie de personnes qui a pris ces décisions-là, alors attention, c'est facile pour nous parce qu'on était jeunes, peut-être on était chez nos parents, peut-être qu'on n'avait pas de loyer, on n'avait pas de responsabilité, etc. C'était les meilleures dispositions pour nous pour lancer un business. C'est beaucoup plus compliqué pour des personnes qui sont plus avancées dans la vie active, qui ont des enfants à charge par exemple. Mais encore que, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu d'entrepreneurs, il y a encore peu d'entrepreneurs à succès et quand tu en fais partie, tu prends conscience que quand même déjà, tu peux te féliciter toi-même que il y a peut-être 10-20% des gens qui font ce que tu fais. Totalement. Même beaucoup moins, je pense, en réalité. Et quand on t'écoute déjà, on comprend que tu as un mindset de battant, tu fais les choses à 200% ou tu les fais pas. Ouais, c'est ça. D'où ça te vient? Je sais d'où ça me vient. Si, après j'ai quelques vécus dans ma vie qui font que, en tout cas dans la dimension, déjà je pense que c'est une histoire d'état d'esprit et je pense que c'est un petit peu dans ta personnalité. Moi j'ai toujours été une personne, on va dire, plus ou moins impulsive, j'ai réussi à canaliser un peu le monstre au fur et à mesure des années, mais j'ai toujours fait preuve d'impulsivité, ce qui voulait dire qu'après cette impulsivité qui est une énergie en fait, quand tu arrives en fait à la canaliser et puis à la mettre dans un truc qui est bien, tu vois, c'est comme les Jedi, hein. C'est exactement pareil, c'est exactement la même chose. Tu vois, moi j'aurais pu être Anakin.
force est de constater qu'il s'est passé des choses dans ma vie, un petit peu la même chose que lui, tu vois, il a perdu sa femme, et du coup c'est double tranchant. C'est soit tu passes vraiment du côté obscur, il t'arrive un truc dur dans ta vie, et soit tu passes du côté obscur, et il s'est passé ce qui s'est passé, soit il t'arrive des trucs un peu horribles dans la vie, mais qui te permettent aussi de passer du côté, du côté des Jedi, et moi c'est ce qui s'est passé. J'ai perdu une personne mon meilleur ami qui avait mon âge, à l'âge de, il me semble que c'était 23, 24 ans, un truc comme ça. C'était au début de mon aventure entrepreneuriale, et puis ça a tout changé dans ma vie en fait, parce que si tu veux, j'ai pris conscience que j'avais jamais eu à faire face à la mort, mis à part perdre mon chien qui déjà m'avait bien foutu les boules, mais j'ai jamais perdu personne. Donc entre perdre ton arrière-grand-mère ou ta grand-mère ou ton grand-père et ton putain de meilleur ami qui a 22 ans, avec qui tu as tout partagé depuis les 10 dernières années, effectivement, c'était un choc assez violent qui m'a vraiment. Il n'y a pas de mots pour expliquer à quel point c'était difficile de faire face à un événement aussi tragique pour une personne aussi peu expérimentée que moi et aussi émotionnelle, parce que je suis une personne assez émotionnelle. Et là, effectivement, en fait, depuis ce jour, j'ai cette responsabilité de le faire vivre entre guillemets à travers moi, et en fait, je le vois un petit peu, je me vois un petit peu comme un vaisseau, et lui, il est un peu aux commandes, ou une attraction, et je suis l'attraction, et il est là, et je dois le faire kiffer, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire les choses à 200%. En fait, la vie, elle peut s'arrêter comme as. Et quand je te dis comme as, c'est comme as parce que lui, c'était 6 mois, bonjour, au revoir. Il allait très bien 6 mois avant, et 6 mois après, c'était fin du jeu pour lui, fin de la partie. Donc, je ne vais pas dire que tu peux te prendre une météorite ou un bus demain quand tu vas sortir de chez toi, mais là, on est presque au même niveau, tu vois, c'est radical. À 22 ans, 23 ans, voilà, c'est quand même, c'est pas juste. Donc, les injustices, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et moi, je l'ai pris en pleine gueule. Oui, c'est horrible. J'essaie de me projeter, de me mettre à la place des gens, parce que ça arrive. C'est un euro million, hein, c'est pareil. Ce qu'il a eu, c'est un euro million, mais du mauvais côté, tu vois. Et donc, effectivement, quand ça t'arrive, en fait, tu te dis que, en fait, il y a tout qui change dans ta vie. En fait, c'est comme si tu te réveillais, tu vois. C'est comme si tu te réveillais, tu voyais la vie complètement différemment. C'est-à-dire que tu peux pas te plaindre pour n'importe quoi, tu peux pas pleurer, tu peux pas chouiner, tu peux pas avoir un mindset de loser. En fait, c'est pas possible parce que tu putain de respires, tu vois. Tu respires, et il y a d'autres personnes, non, tu vois, ils ont pas eu cette chance, alors que peut-être qu'ils l'auraient mérité plus que toi. Donc tu peux pas, c'est absolument hors de question d'être dans un mindset qui est négatif, de te plaindre, de pleurnicher, et en l'occurrence, à contrario, c'est à toi de faire les choses à 3 milliards de pourcents. En fait, tu as cette chance d'être là, tu vois. Donc en fait, putain, j'ai la chance d'être encore dans le game, tu vois. Je suis encore dans le jeu vidéo, moi. Donc non, je vais aller au bout du truc, et vas-y, autant aller niveau 100, tu vois. Pourquoi rester à niveau 10? J'ai la chance d'y être. Lui, il s'est fait sortir, pas moi, tu vois. Donc pour ces raisons-là, aujourd'hui, c'est un peu, si tu veux, un avantage concurrentiel que j'ai avec les autres, que je souhaite à personne, mais c'est une espèce de force maléfique que j'ai en moi, qui fait que déjà j'ai une ligne de conduite, ce qui est important, je pense, quand tu grandis dans la vie. Peut-être encore plus, même quand tu es confronté à avoir un peu d'argent, parce que tu peux vite dériver, tu peux vite avoir des tentations qui peuvent être moyennement cool, ce qui, moi, ne me traverse jamais l'esprit parce que j'ai une ligne de conduite vis-à-vis de ça. Et surtout, mon avantage concurrentiel, c'est que j'ai une énergie que les autres n'ont pas, parce que j'ai l'énergie de la mort. Voilà, si tu veux, moi je suis régi par 3 règles qui me définissent aujourd'hui. La première, c'est la règle du partage. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis sur Terre? Je suis sur Terre pour être le plus épanoui, le plus heureux possible. C'est ça qui, chimiquement, physiquement, psychologiquement, va faire que je suis bien. Et je suis là pour être bien. Et comment je fais pour être bien? Je dois partager avec les autres. Je dois partager au niveau des bonnes choses. Je dois partager au niveau des mauvaises choses. Tout, voilà. Pour moi, le bonheur ne se résume pas qu'à ça, mais la notion de partage, pour moi, c'est essentiel. C'est ce qui a fait qui je suis, c'est ce qui m'a construit. La deuxième, c'est la règle de l'amour. Pour moi, voilà, l'amour, c'est peut-être la chose la plus puissante qui existe dans ce monde. Et voilà, il faut être guidé. Il faut être guidé par ça. Et moi, aujourd'hui, je suis guidé par l'amour de la personne avec qui je passe ma vie aujourd'hui au quotidien. Je suis guidé par l'amour de ma famille, je suis guidé par l'amour de mes amis, t'en fais partie. Je suis guidé par l'amour de personnes que je vais rencontrer. Il y a différents types d'amour, mais je suis vraiment nourri par ça. Et tu l'as vu un peu à Bali, comment j'étais à mon anniversaire, tu vois. Tu es guidé par. Je suis galvanisé par le fait de, si tu veux, partager, mais aussi avec amour. C'est ce qui me rend heureux. Et en fait, j'ai remarqué que donner de l'amour et donner du bonheur aux gens et partager ce bonheur, en fait, voir des putains de sourires. Je te donne l'exemple de mon anniversaire où il y avait plein de gens que je ne connaissais pas. Et le fait de créer plein de sourires
à plein de gens, en fait, c'est ce qui me rendait heureux. Et en fait, j'ai compris, c'était un hack, tu vois, de la vie, c'est rends les gens heureux et ça va te rendre heureux. Et c'est un espèce de cercle vertueux qui est absolument incroyable. Et la troisième règle qui est moins drôle, mais qui est bien évidemment la plus puissante et de loin, c'est la règle de la mort. Où là, parce que je t'expliquais tout à l'heure, effectivement, c'est quelque chose qui te marque au fer rouge et à tous les niveaux. Ouais, c'est clair. Et on va revenir sur ce sujet très rapidement parce que l'une des toutes premières fois où tu m'as parlé de ça, cet événement bouleversant qui fait aussi la personne que tu es aujourd'hui, avec ton meilleur ami qui est parti bien trop tôt et tout ce que ça a créé en toi, tu avais beaucoup de peine à le raconter. Ouais. Je m'en souviens très très bien et ça fait des années qu'on se connaît et je sais que tu es quelqu'un qui a un énorme cœur, qui partage et qui est très émotionnel, mais en même temps tu sais aussi gérer tes émotions et tu as appris à le faire heureusement. Et comment tu as fait justement pour conscientiser d'une part que ça maintenant c'était vraiment une force pour toi et accepter entre guillemets cette situation pour pouvoir en parler aujourd'hui ouvertement, tu vois, par exemple là ici à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement vont rester bloqués sur ça, vont créer un traumatisme, vont créer des blocages et puis plutôt que comme toi te faire avancer, ça va peut-être les freiner dans leur existence. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que je pense que tu es obligé de passer par la phase tu es bloqué, tu vois. Moi ça a pris 2-3 ans. 2-3 ans, c'est beaucoup quand même. 2-3 ans avant que je puisse en parler. Et pourtant, c'est un événement que j'ai vécu avec beaucoup de personnes, parce qu'on était tous très proches de cette personne. Et c'était hyper compliqué d'en parler, sauf les moments où il était 6h du mat, on était tous bourrés, on se prenait dans les bras, on pleurait tous. Mais c'était les seuls moments, il n'y avait pas de moments où sinon on arrive à en parler. Et c'est un dénominateur commun. Donc je pense qu'on tu es obligé un petit peu de passer par la phase de deuil qui prend un petit peu de temps. Et après, moi, en l'occurrence, le déblocage, ça a été que en fait, j'ai pas eu le courage ni la force En fait, la réalité, c'est que c'est horrible parce que d'un certain côté, tu attends de tes proches qui viennent à toi, qui te tendent une perche pour en parler. Mais d'un autre côté, en fait, c'est horrible ce que je vais te dire, mais tu sais, quand tu es mort, les gens, ils t'oublient. Tu vois. Et c'est horrible, hein, vraiment. Et moi, je le vois, mon frérot qui est parti, c'était une personne, putain, qui était solaire de dingue. Il était au cœur de nous tous. Bah putain, franchement, même dans le cercle que je connais, bah, voilà, il a disparu pour beaucoup de personnes, tu vois. Et vraiment, il est tombé dans l'oubli un peu, tu vois. Et moi, c'est pour ça qu'il est hors de question, en fait. Il est hors de question et que je fais plein de choses pour justement le ramener à la vie, ne serait-ce que quelques instants quand je suis avec plein de monde, etc. En tout cas, j'essaie de temps en temps de réunir des gens, en l'occurrence mon anniversaire où je réunis des gens pour que ça soit un petit moment, quelques minutes de communion aussi pour lui, tu vois. Et ce qui est terrible en fait, c'est que tu tombes dans l'oubli, tu vois. Et ça, c'est absolument terrible. Et en fait, si tu veux, pour revenir sur ce que je te disais, c'est qu'à un moment, j'attendais que les gens viennent à moi pour qu'ils me tendent une perche. Mais en fait, vu qu'il est tombé dans l'oubli, les gens en fait se posaient même pas la question de Robin comment il va, tu vois. Mais quand je te dis ça, c'est même ma famille. Hein. Okay. J'avais peut-être 2 mois après, c'était fini. 3 mois après, c'était hop, comme si de rien n'était, tu vois. Et moi, ça, je l'ai super mal vécu, tu vois. Je l'ai très, très, très mal vécu. En fait, j'attendais ça des autres. J'attendais que. J'arrivais pas à faire le premier pas, mais il suffisait que tu viennes me voir et effectivement, peut-être que j'allais pouvoir me libérer un petit peu plus, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Donc, du coup, j'ai dû trouver d'autres solutions. Et les autres solutions, il n'y en a pas. Donc, ça a pris 2-3 ans. Et à un moment, en fait, c'est un truc qui n'a rien à voir, c'est drôle, hein, mais j'ai rejoint un mastermind. Donc, un mastermind, c'est un groupe d'entrepreneurs où tu vas échanger donc, avec d'autres entrepreneurs 4 fois dans l'année. C'est des réunions physiques, vraiment à huis clos. Et tu vas partager un petit peu les différents challenges de ton business, les différentes problématiques, quels sont les objectifs. Et là, en cerveau collectif, on va brainstormer ensemble sur OK, c'est quoi le plan d'action, c'est quoi les stratégies pour t'aider à atteindre tes objectifs. Donc moi, j'ai rejoint ça là, je crois que c'était il y a 3-4 ans maintenant. Et en fait, la première session où j'y suis allé, j'étais un peu en mode putain, j'appréhende, j'ai jamais fait ce genre d'expérience, c'est un peu chelou, tu payes super cher en plus pour être avec des gens que tu connais pas, tu parles business, ça fait un peu bizarre, tu vois, pour des gens qui sont pas dans le business. Et, enfin, tu vois, quand j'ai dit j'ai payé 20 000 balles à ma mère pour 4 réunions dans l'année, elle a fait OK. Mais bon. C'est quoi ce délire, c'est quoi, ouais, secte et tout. Peut-être en train de partir en couille, le fiston. Mais en fait, non, pas du tout, au contraire. Parce que il faut être dans ce monde aussi pour comprendre. Hein, quand tu es extérieur à ça, tu peux te faire des idées, mais qui sont à chacune et à chacun, ils pensent qu'ils veulent.
Et en l'occurrence, donc du coup, il y a eu cette première réunion et en fait, chacun passait en ce qu'on appelle en hot seats. Ouais. Ça veut dire que tu vas venir pendant 20 minutes ou une demi-heure exposer tout ton business, toutes les problématiques et là, il va y avoir tout le monde en cerveau collectif qui va être concentré et qui va réfléchir pour essayer de t'aider à solutionner tes problématiques ou te donner des conseils. Et moi, je passais en dernier, c'était le 3e jour. Et j'ai vu plein de personnes qui passaient. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait quand même, la plupart du temps, la plupart des blocages au niveau des personnes qui passaient, donc des blocages business. En fait, 90% du temps, ce n'était pas des blocages business, c'était des blocages personnels. C'était lié à des blocages émotionnels ou personnels. Et en fait, je me suis dit, putain, je me sens pas très bien. Il y a un truc, je sais pas, qui me met mal à l'aise. C'était le premier jour. Deuxième jour, bah là, directement, c'était clair. Là, j'entends une voix à l'intérieur de moi qui me dit peut-être qu'il faut que tu en parles, tu vois. C'est peut-être le moment, en fait, tu vois. C'est peut-être le moment. Et le troisième jour, en fait, bah, c'était évident que je devais le faire. Et je pense que c'était facile pour moi, plus simple pour moi, parce que c'était des gens que je connaissais pas. Et du coup, c'était plus simple pour moi de me livrer. Et en fait, quand j'ai démarré mon hot seat, bah, en fait, j'ai quasiment parlé que de lui, quoi. Et mon hot seat, c'était en fait un moment libératoire. Il y a eu vraiment un avant et un après parce que tout ce que j'avais gardé en moi en fait depuis des années, et bah là où j'étais face à des inconnus, que c'était pour la plupart d'entre eux la première fois que je rencontrais, bah là j'ai pu extérioriser le truc, mais c'était genre comme quand tu sais, enfin comme quand tu lâches la gerbe, mais qui tu sais, t'as bu trop de Jägermeister, tu vois, il faut que ça sorte, tu vois. Ouais. Sinon, c'est pas possible, c'est à l'intérieur. Bah, c'était pareil, tu sais, tu extériorises tout le mal que tu avais en toi, tu vois, jusqu'au fin fond de tes entrailles et de ton âme. Et moi, c'est sorti d'un coup, pouf, comme ça, tu vois. Et en plus, accueilli par un élan de bienveillance et d'amour collectif par des gens que je connaissais pas, tu vois. Et en fait, je crois que là vraiment, ça m'a cicatrisé. Et après, du coup, là, hop, il y a eu le switch. Ouais, le switch en mode Anakin qui passe du côté obscur à du bon côté, tu vois. Et là, ça s'est transformé en une force ultra puissante, ultra positive. Et aujourd'hui, où j'ai plus de facilité d'en parler parce que en fait, c'est une force. Et encore une fois, moi, je suis super content de pouvoir en parler parce que c'est des petits moments comme ça où même si la plupart des gens ne le connaissent pas, bah, je lui redonne vie, tu vois. Et c'est des opportunités à chaque fois pour moi de le faire. Et c'est une responsabilité que j'ai pour pas qu'il tombe dans l'oubli parce que si j'étais à sa place, ça me ferait chier que je tombe dans l'oubli. J'aimerais bien qu'au moins, de temps en temps, voilà, je n'ai pas disparu à 100%, tu vois. 99% ok, mais au moins 1%, bah, hop, tu as un petit coup de gaz. Yes. Ouais. Bon bah, excellent, on a pu lui faire honneur comme ça et en plus délivrer des leçons et de la valeur pour ceux qui nous écoutent. Donc, tu es extrême, tu avances à fond, etc. Et moi, je connais aussi bien Hamza, du coup, qui est ton associé depuis maintenant 8 ans, 9 ans, c'est ça ? Ouais, bah depuis le début. Depuis le début, donc vous avez lancé votre activité ensemble. C'était quoi le premier business que tu as lancé ? Alors, le premier business qu'on a lancé, c'était un business de dropshipping avant que 99,99% des gens sachiez ce que voulait dire le mot dropshipping. C'était en 2014, donc on regardait sur Internet les références liées au dropshipping. Les seules choses qu'on pouvait trouver, c'était la page Wikipédia qui expliquait une définition du dropshipping. Donc, autant dire qu'il n'y avait que dalle. Et en fait, du coup, on s'est dit, putain, ça a l'air pas mal ce business model quand même. Et du coup, on a vendu des drones en dropshipping via eBay. Donc, ça veut dire qu'on achetait des drones sur AliExpress. C'était un autre site en l'occurrence, mais c'était sur AliExpress, on va dire ça comme ça. On les mettait sur eBay et il y a des gens qui achetaient. Et puis après, du coup, on faisait tout le bordel, mais sans toutes les automatisations. On faisait tout manuellement. Genre un jour, tu vois, typiquement, il y a un facteur qui arrive à ma porte avec 32 drones. Et là, je me suis dit, merde, j'ai dû me tromper sur l'adresse de livraison et l'adresse de facturation. Et c'est la merde, tu vois. Donc, du coup, c'est un business qu'on a fait que 2 mois parce que hyper compliqué. Il n'y avait pas tous les outils, la communication avec la Chine. Il n'y a pas de communication avec la Chine, donc du coup très compliqué, mais c'était une première expérience qui était assez drôle et on a eu une première leçon qui a été, et ce qui nous a servi après sur plusieurs de nos business, c'est il faut impérativement maîtriser toute la chaîne de valeur. Si en fait à un certain moment dans ton business tu es dépendant d'un élément ou d'un individu ou d'une structure tierce, eh ben, c'est compliqué pour la pérennité de ton business. Tu dois maîtriser la chaîne de valeur. En l'occurrence, là, on ne maîtrisait que dalle, tu vois. Rien. On ne maîtrisait ni la livraison, ni la production, ni les avis clients, ni le site pour vendre, ni le logiciel de paiement, rien. Donc, en fait, c'était compliqué. Et après, c'est quelque chose qui nous a resservi aussi par la suite. Mais on a démarré comme ça.
Et ensuite, du coup, lorsqu'on a intégré l'incubateur d'HEC, ça c'était avant, hein, c'était pendant Ok. que j'étais en cours, et lorsqu'on a intégré l'incubateur d'HEC, on avait vu l'explosion de la société Uber. D'ailleurs, si vous voulez voir une série qui est super cool, allez voir Super Pumped. Ok. C'est une série qui raconte l'histoire d'Uber qui est absolument hallucinante, hein. C'est une des licornes. L'histoire est complètement délirante parce que le fondateur était fou, mais oui, un peu dans le mauvais sens sur certains aspects, mais fou dans le bon sens. Et c'est lui qui a emmené la société. Il n'y aurait pas eu Travis Kalanick, Uber n'aurait pas existé. Ils auraient fermé au bout de 2 mois parce qu'ils avaient trop de pression au niveau de la législation, au niveau du lobbying des taxis. C'était impossible de faire ce qu'ils ont fait. Mais c'est grâce à un mec et le mec, il avait des bolasses, mon gars. Mais genre, regardez la série, vous comprendrez. Et du coup, il y a Uber qui arrive à Paris. On se dit, putain, c'est intéressant quand même. Parce qu'en fait, avec Hamza, on se disait, on a envie de créer un business, mais la problématique, c'est de trouver des clients. Et en fait, Uber, ils arrivaient et ils disaient, salut, je te donne un téléphone, une application, tu cliques sur un bouton, tu as des clients, moyennant une commission. On s'est dit, c'est fou. Donc, l'idée, c'était pas de conduire en tant que VTC, mais c'était donc du coup de faire financer des véhicules par des banques, de recruter des chauffeurs, de les faire travailler sur Uber. Nous, on prenait donc du coup une marge là-dessus qui était assez intéressante. Et ensuite, après, de travailler avec des clients privés, s'émanciper d'Uber parce que la commission, c'est quand même 20%, c'était quand même assez élevé. Même aujourd'hui, je crois que c'est 25%, ça va être un truc comme ça. Et du coup, on a développé notre première activité comme ça et on a créé en fait tout un écosystème, si tu veux, dans le VTC. Ensuite, on a créé donc du coup un cabinet d'expertise comptable, on a créé une école VTC, on a créé un cabinet de conseil, on a vendu des formations physiques dans l'incubateur où on faisait des formations physiques aux gens, qu'on a ensuite dématérialisé, qu'on a transformé en infoproduits, etc., etc. C'est comme ça qu'on a commencé. Et comment, du coup, vous aviez ces différentes idées? À chaque fois, vous identifiez un problème, boum, tu réglais le problème et tu répondais à ce besoin? Ou c'était vraiment dans cette philosophie de se dire, il faut impérativement qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur? Non, pas au début. Non, pas au début. Ça C'est répondre à un besoin, c'est écouter en fait ton client et quel besoin il a, et puis du coup tu réponds à ce besoin. Je te donne un exemple. Lorsqu'on donnait des formations physiques dans l'incubateur d'HEC, et ben si tu veux, on expliquait l'importance d'avoir un bon comptable, tu vois, pour bien choisir à la base ton entité juridique en fonction de ta situation personnelle, et ensuite pour avoir une bonne tenue de comptabilité, faire quelques optimisations fiscales qui va te permettre de gagner plus d'argent à la fin de l'année. Et on leur expliquait l'importance d'avoir un bon comptable. Et du coup, ils nous demandaient, ok, est-ce que vous n'avez pas un bon comptable? Et là, du coup, on se disait, bah oui, on a un comptable, et on faisait un petit peu de la sous-traitance, on touchait des commissions, un peu de l'affiliation, si tu veux. Et là, donc du coup, double chose pour répondre à ce que tu disais. La première, c'est on écoute le besoin du client, donc on va lui proposer une solution. Et la deuxième, c'est cette histoire en fait de maîtrise de chaîne de valeur, parce que vu qu'en fait on sous-traitait un cabinet comptable, on a les premiers mauvais retours qui ont commencé à arriver. Et là, on s'est dit bah merde, encore une fois. En plus, c'était notre image qui était en jeu parce qu'on a recommandé. On disait l'importance d'avoir un bon comptable, on recommande le comptable, il fait pas l'affaire, tu vois. Donc compliqué. Et donc là, en fait, on s'est dit très naïvement, parce que j'avais que 22 ans à l'époque, on s'est dit avec Hamza, mais vas-y, tu sais quoi, viens, on s'en bat les couilles, viens, on crée notre propre cabinet d'expertise comptable. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais 22 ans et que 5 mois avant, parce que j'étais encore à l'école, j'ai passé mon examen de fin d'études de Master 2, donc une épreuve de comptabilité où j'avais eu 5 sur 20. Voilà. Mais 5 mois après, je décide de monter mon cabinet d'expertise comptable. Voilà, les croyances limitantes, il n'y en a pas, c'est que dans vos têtes. Mais ça, c'est parce que vraiment, franchement, on y allait naïvement. Parce qu'on n'imaginait pas 10% du bordel qu'il fallait faire. Mais on s'est dit, vas-y, on y va, c'est une opportunité de business, on y va. Et on l'a fait. On a trouvé un expert comptable, on lui a expliqué l'opportunité, elle a signé avec nous, on s'est associé. Et c'est comme ça qu'on est devenu le cabinet d'expertise comptable numéro 1 en France sur les VTC en 1 an. Parce qu'on est arrivé aussi avec des stratégies, si tu veux, qui étaient beaucoup plus poussées que ce qu'on pouvait trouver dans le monde traditionnel de la comptabilité. Tu sais, c'est des secteurs d'activité qui sont très traditionnels et très précaires. Ouais. Et donc, quand toi, tu arrives, marketeur ultra agressif et nerveux, bah, on est arrivé, on a fait un très très gros score la première année. On est devenu leader directement et on a maîtrisé la chaîne de valeur. C'est-à-dire que s'il y avait un problème, bien évidemment, on avait des clients qui n'étaient pas satisfaits, on a fait face à certains problèmes. Attends, j'ai une crampe. On a fait face à certains problèmes de satisfaction comme dans toute entreprise. Mais au moins, c'est ton entreprise. Tu la gères en interne, c'est toi qui peux contrôler. Alors que si ce n'est pas ton cabinet, garde la pêche, c'est mort. Tu vois. Donc là, du coup, ça c'était assez important. Et pour, on va dire, solidifier et renforcer encore plus davantage l'écosystème, parce qu'on avait vraiment, si tu veux,
vraiment envie de développer cette notion d'écosystème parce qu'en fait, ça renforce toute la valeur de ton groupe d'entreprise. On avait vraiment une vision de groupe où, en termes d'acquisition de clients, c'est beaucoup plus simple, si tu veux, de convertir un client qui est déjà client sur une autre offre, bien évidemment, qu'aller acquérir un nouveau client. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un écosystème donc, avec le cabinet d'expertise comptable où on va créer la société, etc. Avec le cabinet de conseil où on leur prodiguait des informations, des conseils, des formations en ligne, etc. Et également donc, la base de la base où on a créé donc, une école VTC, un centre de formation pour qu'ils puissent passer l'examen, obtenir la carte VTC et ensuite créer leur entreprise. Donc, ils passent, étape numéro 1, ils passent l'examen VTC. Dans notre école, ils le réussissent. Étape numéro 2, ils créent leur société chez nous. En plus, on les a en comptabilité, donc c'est du recurring généralement si ça se passe bien pour plusieurs années. Et étape numéro 3, on leur explique comment arrêter de se faire enculer par Uber, trouver des clients privés, optimiser sa société, sa trésorerie, pas faire de location de véhicules mais obtenir un crédit bancaire, mise à disposition de business plan, prévisionnel, on leur donne les bases, ils y vont et là on est sur un espèce de cercle vertueux qui fait que ça marche bien. Et là, ça marche bien. Ça marche bien, vous avez compris, c'est toujours la même chose. Hein. Des fois, c'est très bien, des fois, c'est le bordel. Voilà, c'est jamais linéaire. Mais ça fait comme depuis, aujourd'hui, je pense, plus de 6 ans qu'on a l'écosystème et qui tourne toujours. Donc, c'est que ça marche. Okay. Et que surtout que je ne suis plus du tout dedans. Donc, c'est que vraiment, ça marche. Parce que l'objectif ultime d'une entreprise, quand tu la lances, il faut vraiment mettre l'ego de côté parce que ça c'est important parce qu'on a toujours tendance à croire que pour qu'une entreprise elle fonctionne, oui il faut que je sois au front, etc. Moi si tu veux, mon facteur, c'est-à-dire l'élément qui va faire que j'estime qu'une société fonctionne, c'est quand elle fonctionnera sans moi. Et voilà, et aujourd'hui, je fais tout pour sortir le plus rapidement des projets que je crée. Parce qu'il faut que je sorte, parce que je ne vais pas être la meilleure personne à cette position-là, parce qu'un CEO, parce que c'est le rôle d'un CEO, pour moi, doit être focus à 300% sur une seule activité. Or, ce n'est pas mon cas, puisque j'ai plusieurs entreprises. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place la structure, les équipes, les process, etc. Mais le plus rapidement possible, je vais m'en extraire pour mettre une personne qui va être plus compétente que moi de par son focus, puisque le focus est l'élément principal quant au succès d'une entreprise. Ouais. Donc, totalement. Voilà. Non, c'est super intéressant et justement me vient une question ici parce que je t'ai vu aussi avec BVTC Conseil. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, on a même travaillé ensemble, mastermind et différentes choses, même cabinet des indépendants, etc. Donc j'ai vu aussi tout ça de l'intérieur. Mais BVTC par exemple, avec la Bible du VTC, tu étais l'image de ce business. Ouais. Du coup, tu étais actif dans ce business. J'ai le sentiment que ça fait plusieurs mois, voire peut-être plus d'une année ou je ne sais pas, qu'aujourd'hui tu n'es plus du tout l'image de ce business. Je ne sais pas si tu fais encore des vidéos pour ce business. Non, il y a quelqu'un qui fait des vidéos maintenant. Ok, donc tu as même réussi. C'était finalement un business très orienté personal branding où les gens, ils t'appréciaient toi, ils appréciaient Hamza aussi, c'était aussi l'image du business. Ouais. Et comment tu as fait justement pour totalement déconnecter le business de ton image et remplacer progressivement avec quelqu'un? Je ne me suis pas posé de questions, je l'ai fait tout simplement. Ok, et tu as ressenti quelque chose dans les performances? Ça a été apprécié par la communauté? Sincèrement, il faudrait que je mesure la data, mais je n'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose. Moi en tout cas, j'ai la data au niveau des chiffres. Et au niveau des chiffres, on fait plus de chiffres. Donc, je ne suis pas sûr que ça ait changé grand-chose. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi changé nos stratégies de vente. Quand moi, je faisais du personal branding, la stratégie de vente principale, c'était le webinar. Donc, c'était moi derrière qui faisais le show, entre guillemets. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Donc, c'est des stratégies de vente qui sont différentes, qui sont moins, si tu veux, on va dire, dépendants d'un personal branding. Okay. Mais par contre, j'ai effectivement remplacé mon image par celle de quelqu'un d'autre. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui vont trouver ça bien, il y a des personnes qui vont trouver ça moins bien, mais au final, je ne suis pas sûr que ce soit si important. Je ne suis pas sûr que ce soit si important. Le plus important, c'est de continuer, je veux dire, à être régulier dans la valeur que tu vas apporter aux gens et c'est de continuer à délivrer tes services tout simplement et de faire en sorte que ce que tu vends, les gens obtiennent des résultats s'il y a des promesses de résultats. Mais en tout cas, c'est de délivrer ce que tu dois délivrer. Ça reste le plus important. C'est la base ultime. Ouais. Et le personal branding, c'est juste quelque chose en plus. Qui va aider à vendre. Après, moi, si tu veux, je faisais du personal branding sur un micro-marché. Les VTC, on parle de 30 000 VTC actifs en France. C'est pas beaucoup, tu vois. Donc, ça veut dire que si j'étais positionné aux États-Unis sur du make money, sur de l'immobilier, que je pouvais toucher potentiellement 1 milliard de personnes, peut-être que j'aurais vu les choses différemment. Là, c'est aussi, à un certain moment, je me suis dit, il faut que j'évolue. Cet aquarium est trop petit pour moi.
Donc du coup, il faut que je passe à autre chose. Ouais. Et que aussi, ça me commence à me casser les couilles un peu de faire de tout ce qui est personal branding, Instagram, vidéo, machin truc. En fait, si tu veux, je sais où est ma zone de génie. Faire des interviews comme ça, tu vois, j'aime bien parce que je peux partager de la valeur, etc. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, je sais où est ma zone de génie et ma zone de génie, elle n'est pas là. Je suis créateur de valeur. Voilà, je crée de la valeur. Et je crée de la valeur en créant des systèmes, je crée de la valeur en créant des équipes, je crée de la valeur en créant des entreprises. Et si de temps en temps, je peux faire 2-3 vidéos, 2-3 interviews pour inspirer, parce que je sais que j'ai une énergie communicative aussi qui peut plaire, qui peut ne pas plaire aussi, mais je sais qu'en général, elle plaît, elle peut motiver, ça me fait plaisir de le faire. Mais que je mette 80% de mon énergie là-dessus, c'est pas rentable. Ouais. Et justement, donc, tu avais fait ce changement de personal branding, etc., avant ou après le lancement de lebusinessenligne.com? Est-ce que tu te souviens de ça? Non, j'étais encore actif sur la Bible du VTC. Ok. Et J'étais du coup, encore on va actif. parler de ça, le businessenligne.com, où justement, tu t'es peut-être dit, l'aquarium est beaucoup plus grand, Ouais. j'ai envie de transmettre, Ouais. j'ai envie de partager ce que j'ai pu mettre en place et ce qui a transformé notre vie à Hamza et moi. Ouais. Tout l'écosystème a été nourri finalement par cette stratégie webinar. Tu as été très connu pour brûler des moustiques en webinar, casser des chaises. Bref, voilà, très La expressif. bonne époque, je referai des webinars, c'est sûr et certain. Magnifique. Bah, j'ai hâte, j'ai hâte de les anglais, voir. en anglais par En contre. anglais cette fois? Ouais. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je répondrai à ta question après, mais c'est aussi pour ça. C'est la France, c'est la France. Le monde, c'est le monde. Et moi maintenant, je veux targeter le monde. Ok. Voilà. Ok, bah, très clair. Et justement, ouais, la première parce que tu as mobilisé quand même beaucoup d'énergie pendant cette phase, on était en plein Covid. Donc c'était un super timing, tout le monde voulait faire du business en ligne. Et du coup, très rapidement, tu as exécuté. Voilà, mais vous avez très bien exécuté. C'était une Vous avez belle fait performance là quand même. de très beaux résultats, belle performance. Et vous avez fait littéralement ce que certains n'ont même pas fait en 5-6 ans et sont considérés comme de très bons acteurs du marché en l'espace de 5-6 mois. Quoi. Ouais, 5-6 mois, 3 un mois an. même. 3 mois. Ouais, Ah, ok. Parce qu'on a fait la majorité du chiffre qu'on a fait, c'était direct, instantané. Et qu'est-ce qui explique ça selon toi? Qu'est-ce qui explique quoi? Ce succès d'un coup comme ça, cette capacité d'exécuter rapidement les choses. En fait, la chance qu'on avait, c'est que déjà, si tu veux, on avait structuré une équipe, on avait une agence marketing, donc déjà pour nos propres entreprises, mais aussi parce qu'on faisait de la presta à l'époque pour d'autres clients. Ouais. Donc déjà, on avait une équipe, on avait des designers, on avait des monteurs vidéo, on avait des media buyers, on avait des community managers, on avait des CRM managers, enfin on avait, si tu veux, toute la panoplie qui faisait que tu peux dégainer assez rapidement. Donc déjà, il n'y avait pas de structuration d'équipe, il n'y avait pas à trouver des prestataires dont tu ne sais pas s'ils sont bons ou s'ils ne sont pas bons. Nous, on avait l'équipe. Ensuite, c'est ce que moi, de toute façon, je fais toujours dans mes business. Je ne suis pas du tout un partisan du perfectionnisme. Pas du tout. Je serai perfectionniste quand je ferai 100 millions ou 1 milliard. Là, à la Apple, t'inquiète, je te sortirai le meilleur téléphone du monde. Ce n'est pas mon cas. Moi, ce que je veux faire, c'est sortir un MVP le plus rapidement possible et voir si ça fonctionne ou pas. Et en l'occurrence, il y a toujours un peu une part de chance parce qu'il y a une part de risque. Mais on a vraiment absolument tout créé de toutes pièces, que ce soit les ads, que ce soit le copywriting de la formation, que ce soit le tournage de la formation, que ce soit le montage de la formation, que ce soit les ventes, que ce soit le système, que ce soit le CRM, que ce soit les closers, que ce soit tout le bordel, que ce soit le webinaire. On a fait en 3 semaines. Tout. Et comment ça s'est fait? C'est grâce à l'équipe et parce qu'on a mis une deadline hyper courte. Il y avait un objectif. On était en mode hop, on est sur le champ de bataille, on y va à la guerre. L'opportunité, elle est maintenant parce qu'avec ce qui s'était passé avec le confinement, c'était maintenant qu'il fallait le faire. C'était absolument évident. Il y avait des coûts d'acquisition qui étaent dérisoires. On avait déjà fait les tests pour voir s'il y avait une opportunité de marché. Il y en avait une. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est positionné, mais vraiment comme des dragsters. Là, ça a été. Donc je dis. Après, la contrepartie, c'est que j'ai peut-être pas sorti la meilleure formation du monde, mais quand même, il y avait 80% de la valeur. Tu vois, c'est toujours 20-80. J'ai pas besoin de prendre 1 an pour sortir la meilleure formation. C'est dans ma tête. Je sais ce que je dois dire. Donc après, je vais peut-être pas mettre les meilleures formes, encore que c'était propre. Encore que c'était propre. Très propre. C'était encore que c'était propre, mais par contre, le fond y était. Et c'est pour ça qu'on a eu des gens assez rapidement qui ont eu des résultats de dingue, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté totalement, presque aussi rapidement, finalement, aussi brutalement que tu l'as démarré? Déjà, en fait, il y a eu la sonnerie en mode ok, l'auto, on y va les gars. On a fait 500K en un mois, on se dit waouh, c'est un truc de ouf. Et là, du coup, j'ai eu un peu le syndrome du CEO où je me suis un peu enflammé en me disant que ça allait continuer comme ça. Donc, j'ai commencé à prendre des business coachs, des machins, des trucs. Bref, on a recruté, je sais pas, genre 30 personnes en l'espace de 1 mois et demi ou 2 parce qu'on s'est dit, vas-y, on va scaler le truc comme des malades, on va faire 3 millions par mois et tout. C'était vraiment la vision qu'on avait. Et en fait, 2 mois et demi, 3 mois après, déconfinement, arrivée de l'été, tu passes à un coût d'acquisition, je crois, le lead, on le touchait à. Je sais plus, on le touchait à
bah, je sais plus, 50 centimes, admettons, un truc comme ça. Ah, il passe à 12 balles, tu vois. Bah là, du coup, en fait, Ça change tout. ça change tout, ouais, tout simplement, tu vois. Ça change tout. Donc, t'es plus rentable d'un coup. Donc là, tu te dis, oh, bouf, première gifle. Deuxième gifle, tu t'es mis 80 000 euros de charge par mois. Et il y a plus, ça rentre plus. Enfin, pas il y a plus rien qui rentre, mais il y a beaucoup moins de bénéfices qui rentrent. Ouais. Et là, tu dis, ouais, c'est chaud. Là, il y a Hamza qui t'envoie un message quand tu as pris une semaine de vacances qui dit, il faut qu'on envoie 70K au Maroc, on a 34 trésors dans 3 semaines, ou dans 3 jours, tu vois. Là, je fais waouh. Là, je rentre, je fais hop, je fais mes calculs, je fais putain de bordel de merde. C'est la merde de ouf. Et on est dans la merde, vraiment de ouf, tu vois. Et bah, du coup, je rigole, mais c'est pas marrant parce que, en fait, bon, là, c'était aussi une expérience pas agréable du tout, mais qui était formatrice. C'est que, plan de restructuration, j'ai dû licencier 70 personnes en l'espace de 2 semaines. Ok. Ouais, c'était pas drôle, mais c'était pour sauver le reste, quoi. 70 personnes, c'est considérable. Elles faisaient quoi ces 70 personnes? C'était surtout l'écosystème qu'on avait créé. Hein. Ok. On était parti trop loin dans le truc, c'est ça le Finalement, problème. ça a impacté tout l'écosystème. On était parti trop loin dans le truc et c'est ça le problème. Et même on a dû cutter sur même d'autres, malheureusement, des positions de d'autres activités aussi, tu vois. D'accord. Ça, c'était une très grosse erreur. C'était une très grosse erreur, effectivement. Ok, donc finalement, Mais très formatrice. Tu t'es dit, tu as vu un pic qui était finalement lié à une anomalie de marché. Donc confinement, leads pas cher, ça explose, nouveaux produits, bam. C'est ça. Et tu t'es dit, c'est la nouvelle normalité. Ouais, c'est ça. Tu as staffé pour. Exactement. Ok. Exactement. Donc il faut vraiment faire attention à la conjoncture, Ouais. aux événements un petit peu exceptionnels qui peuvent se passer. Il n'y a rien de trop beau qui arrive dans la vie et quand ça arrive, parce que ça peut arriver, ça ne dure pas. Je vous donne un exemple très simple. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont entendu parler. L'histoire de Terra Luna, encore protocole, des rewards de 20% annuels par an. Tout le monde disait, ouais, ça fait depuis 1 an et demi que ça dure, ça devrait continuer. Moi, je regardais les vidéos YouTube parce que j'allais mettre dessus comme un con. Hein. Et tout le monde disait, en fait, le seul truc qui va se passer, c'est qu'ils vont donner moins que 20% au fur et à mesure. Et le truc, c'est que en fait, le truc s'est effondré du jour au lendemain, quoi. Donc, en fait, quand ça semble trop beau, c'est que soit c'est du scam, soit ça va pas durer. Et là, en l'occurrence, nous, c'était pas du scam, mais c'était trop beau parce que c'était une anomalie de marché, comme tu l'as souligné. Et en fait, si tu veux, c'était trop impulsif comme décision. Tu vois, on aurait dû faire step by step. Jamais tu prends des décisions aussi impulsives, sauf si tu fais une levée de fonds et c'est concret, c'est dans tes caisses, tu vois. Ok, super intéressant. Et il y a un point quand même qui te caractérise énormément, c'est cette énergie. Je pense que tout le monde là qui nous écoute, qui nous regarde, l'ont bien compris. Et je me souviens de la dernière fois que tu es monté sur scène. Je crois que depuis que tu n'es pas remonté sur scène. Je ne crois pas, non. C'était, non, pas à Marrakech, c'était à Marseille, lors du Mastermind, ensemble, où tu as parlé justement des cryptos, des NFT, etc. Ah oui, à Marseille, c'est vrai. Et du coup, tu parlais justement de cette nouvelle opportunité, des cryptos, des NFT, que c'était l'avenir, que la métaverse, le Web3, les Google Glass, machin. Et littéralement, tu étais absolument convaincu par ce que tu racontais. Tu as envoûté toute la salle. Tous les entrepreneurs qui étaient présents ici, qui étaient là du coup pour nous, qui étaient clients, à la base là pour développer leur business, avaient tous envie d'arrêter leur business et de se lancer dans le Web3. Moi le premier finalement. Et puis c'est ce qui s'est passé pour pas mal de gens. Moi aussi, je lançais mon projet entre autres à l'issue de ces discussions que j'ai eues avec toi. Bref. Et là, tu te lances tête baissée dans ce projet justement Web3. Ça a été une des aventures les plus folles et formatrices de ta vie. Vas-y, je te laisse nous la raconter comme tu voudrais la raconter. Ouais, c'était une expérience assez particulière. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des objectifs dans la vie. Et j'ai un objectif dans la vie, c'est de créer une putain de licorne. Donc une société qui sera valorisée 1 milliard. C'est une question de temps, ça va arriver. Et donc pour ça veut dire que je dois être très aware, si tu veux, des opportunités de marché. Et en fait, ça faisait déjà des mois et des mois et des mois que je me renseignais sur putain, c'est quoi cette histoire de NFT, la crypto déjà, mais surtout les NFT. J'ai raté l'épisode Bitcoin alors que je l'achetais à 100 balles à l'époque. Et en fait, j'ai vu les NFT arriver, mais avant que ce soit vraiment populaire. Et là, j'ai compris en fait qu'il allait se passer un truc. Et là, je l'ai dit à mon premier cercle,
J'ai dit pas 2 fois, je ne vais pas me faire niquer 2 fois. Cette fois-ci, je me positionne et je vais y aller à fond. Donc j'ai senti le truc, je me suis vraiment bien renseigné, je me suis bien documenté. Ok, moi ce que je fais avant de me positionner sur un projet, je ne vais pas lancer un projet qui a jamais été fait, un truc complètement innovatoire, genre je sais pas, une machine à laver qui va voler, une fusée machine à laver. Je ne vais pas créer ça. Ça n'a jamais été fait, je ne vais pas prendre le risque. Ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur un marché qui est porteur. Je vais voir certains acteurs qui ont eu des résultats. Et donc du coup, ça veut dire que je sais plus comment on appelle ça, la proof of concept ou proof of concept a été validé. Et donc du coup, ça veut dire que si d'autres l'ont fait, je peux le faire et je peux le faire en mieux, d'accord. Surtout que au début, quand ça a démarré, c'était vraiment débutant, tu vois. Genre, c'était pas compliqué de faire mieux. Et donc j'ai vu ça, j'ai fait toute mon analyse, mon étude de marché. Je suis venu à Marseille, je vous ai fait la présentation et là j'étais sûr de moi sur comment faire pour que ça puisse marcher. Donc là, c'est pas compliqué. J'ai pris toute ma vie, j'étais comme un cheval. Bam, on m'a foutu des putains de œillères et là il n'y a plus rien qui existait. Mais rien. Mes autres business, ils n'existaient plus. J'ai prévenu mes associés, tout le monde. J'ai dit, les gars, laissez-moi 3 mois. Je vais faire un méchant coup, mais juste laissez-moi 3 mois. Donc, j'ai mis œillères, famille, amis, sorties, tout. J'ai tout sacrifié. Littéralement pendant 3 mois. J'ai mis mes œillères. Ça avait démarré un petit peu avant que je vienne à Marseille et que je fasse la présentation. Mais après, quand je suis rentré de Marseille, je suis rentré à Dubaï. Là, je me suis enfermé chez moi. Pas beaucoup sorti, tu vois. Et là, effectivement, je me suis vraiment lancé sur le front, sur le champ de bataille, avec déjà une croyance de 10 millions de pourcents que j'allais réussir. Donc déjà, ça, c'est quand même le plus important. Il faut vraiment être sûr de toi, il faut croire en toi, il faut croire en ton projet. Donc j'étais sûr de moi. Ce qui permettait quoi? Ce qui permettait d'un effet pyramidal, de donner un niveau de certitude maximal à toutes les personnes que j'allais engager dans le projet, c'est-à-dire qui allaient combattre à mes côtés. Et donc du coup, forcément, ma motivation, mon exécution et tout ce que tu veux, ça a été démultiplié par cette comment dire, conviction. Par cette conviction et ce niveau de certitude que ouais, on va faire un gros truc. Et c'est ce qui s'est passé. Par contre, là, j'ai fait quelque chose que normalement, je ne fais pas sur mes autres sociétés, c'est que j'ai mis les mains dans le cambouis sur tout. Voilà. Parce que c'était un nouveau secteur d'activité et que comme en fait dans tous les business que j'ai fait, j'ai à peu près tout fait pour comprendre comment ça marche. J'ai fait du closing, j'ai fait des pages de vente, j'ai fait des webinars, j'ai fait du media buying, j'ai fait du copywriting, j'ai à peu près tout fait. Et ben là, c'était pareil, je voulais vraiment comprendre. Donc, ma méthode pour comprendre, c'est faire. Lire des livres qu'on m'explique, je ne comprends pas. Mon cerveau, c'est un golemon à ce niveau-là. Pour que je comprenne, il faut que je fasse. Et je pense que c'est la meilleure manière pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, j'ai fait. Et là, en fait, du coup, ça a duré, cette histoire, elle a duré, on a commencé en septembre et ça a duré jusqu'à grosso modo décembre. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, à peu près 4 mois où on a créé un projet qui était complètement dingue parce qu'on l'a lancé. Donc le projet s'appelle Meta Legends. Ça a eu un succès absolument délirant en l'espace de 24-48 heures. On a touché genre 150 pays. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont rentrées dans le Discord, dans le truc. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce délire de ouf! Franchement, j'ai phasé. Hein. C'était franchement une sensation, honnêtement, j'espère la revivre et je vais la revivre, c'est sûr. Mais c'était magique, vraiment. Parce qu'en plus, tu sais, je faisais un peu de personal branding avant, j'avais ma chaîne YouTube, etc. J'étais un petit peu dans l'optique de toucher les gens, impacter les gens, tu vois. Et c'est là aussi, tu vois les limites du personal branding. Un projet NFT, il n'y a pas de personal branding. C'est un projet NFT, en plus, c'est des designs sympas, il y a du storytelling, etc. Là, putain, j'ai touché peut-être 100 000 fois plus de personnes dans l'espace de 48 heures qu'en l'espace de 5 ans d'efforts. Donc c'est là où j'ai vu aussi l'opportunité. Je me dis, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade, l'opportunité. Et pour moi, c'est une fois tous les 10 ans ce qui se passait, tu vois. Et du coup, voilà, ça a été, on a essayé de faire le plus beau projet, le plus ambitieux possible. On a promis des choses très ambitieuses, une application, un réseau social NFT, un métaverse, etc. On est super content parce que peut-être qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, vous verrez les premières ébauches. En tout cas, l'application va sortir. Le métaverse, bon, ça, on en a pour des années, mais c'est en construction. On respecte les phases. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on était archi prêts. On était, je pense, de très très loin le projet le plus hype au monde à ce moment-là. Le monde entier nous suivait, hein, très, très concrètement.
Et du coup, on arrive au soir du Mint. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, c'était sacrifice total. Bon, j'avais quand même une hygiène de vie qui était parfaite, hein, pas d'alcool. J'avais un chef, sport tous les jours. Donc, du coup, j'avais un niveau de lucidité et de concentration qui était optimal, même si, bon, des fois, j'étais un peu fatigué, c'est normal. Mais on arrive le 13 novembre. Le 13 novembre au premier Mint. Donc, c'est quoi un Mint? C'est là où, en fait, en fait, un projet NFT, tu construis toute la hype, toute une communication, enfin tout, pour un moment où tu vends. Et en fait, c'est qu'une seule vente. Après, ça passe sur un marché secondaire, tu touches des royalties, mais je veux dire, en termes de revenus, c'est un one-shot. Ce qui veut dire que tu ne peux pas te rater. Un méga lancement, quoi. Tu ne peux pas te rater. Ouais. Tu n'as pas de deuxième chance, en théorie. Tu ne peux pas te rater. Et donc, du coup, c'était ce fameux 13 novembre. Et première erreur que je fais, c'est que avec mon ex-associé qui était sur ce projet-là, on se dit, bon, bah vas-y, on vit ça ensemble. C'était à 3h du matin, heure de Dubaï. On vit ça ensemble. Il me dit, on commande des bouteilles de champagne. Je lui dis, ouais, vas-y, on y va, tu vois. Parce qu'on était sûr que ça allait bien se passer, hein, bien évidemment. Et il y avait même aussi mon autre associé, Max, donc du coup, designer, mais beaucoup plus qu'un simple designer, puisque le succès du projet est aussi vraiment grâce à lui, est venu à Dubaï, etc. Voilà. Et pour ce soir-là, donc on arrive, on est dans le salon de mon pote et tout, de Salim, et là, machin, est-ce qu'on est prêt, machin truc, on est tous aux aguets, est-ce que nanana, on prend une petite coupe de champagne, mais on est prêt. Ah, on a des problèmes sur le smart contract, ils reçoivent pas les bons trucs, machin, on se dit, oh là là, c'est la merde, ça se passe pas du tout. Alors ça n'avait pas commencé, tu vois. Déjà, ça commençait de tendu, au final, on arrive à régler les trucs, les heures passent. Et là, je bois une coupe, deux coupes, trois coupes, quatre coupes, cinq coupes. Et en fait, vu que je n'avais pas bu depuis des mois, plus la pression. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'était pas qu'un simple projet entrepreneurial, ce n'était pas qu'un simple projet NFT. À ce moment-là, c'était le projet d'une vie, entre guillemets, où il y avait 100% des personnes qui me connaissaient qui étaient derrière moi ce soir-là. Ma mère, mon frère, mon père, ma meuf, mes amis, mon mastermind, tout le monde était derrière moi. Boum, genre 10 projecteurs sur toi, tu vois. Donc, si tu veux, il y avait quand même. On était en live. À ce moment-là, dans la room, 30 personnes. Ouais, il y avait une trentaine de personnes. Plus 10 personnes dans l'appart. Plus 10 personnes. Il y avait tout mon cercle qui était là pour vivre ce moment qui était censé être un moment incroyable, qui était un moment incroyable. Mais comme ça, comme toujours, hein, ça ne peut pas être trop beau. Et du coup, on se rapproche de 3h du matin. Moi, j'avais, en fait, si tu veux, j'avais tout fait parfaitement à 99,99%. Et le seul moment où ça nécessitait un moment de lucidité parfait, et j'ai foiré. Ce qui a fait que après j'ai pris les mauvaises décisions forcément parce que j'étais pas en état. La pression émotionnelle, tout le bordel, plus l'alcool, plus le truc, c'était compliqué. Donc ce qui s'est passé, c'est que le Mint il démarre. C'est parti, on appuie sur le bouton. C'était un délire sur les réseaux sociaux, sur Discord, c'était un délire. Vraiment, c'était l'anarchie. On lance. Boum, on avait un écran qui était connecté pour suivre les chiffres en live. Et en l'espace de, je crois, 2 minutes ou 3 minutes, il y a genre 2 millions. Hop, 2 millions de dollars. Et là, 2 millions de dollars en 3 minutes. 2 millions de putains de dollars en 3 putains de minutes. Là, en fait, tout réuni, tu sais, c'est ta vie qui... Tu sais, ça fait depuis 8 piges que tu es entrepreneur, tu as attendu ce moment, tu as charbonné, là tu as eu un concentré vraiment de pression, tu as mis ton image, il y a ta famille derrière toi, il y a tes amis derrière toi, tu as charbonné, tu sais que ça va marcher, machin truc, et il y a 2 putains de M en 3 minutes. Et là, là tu pètes les plombs, tu vois. Donc là, ça a été un moment, il y a des vidéos, hein, c'était un moment, on est devenu fou, tu vois. Et là, à la 4e minute, il y a mes gars qui me disent, le site marche plus. Ouais. Donc là, tu passes de tac à comment ça le site marche plus, tu vois. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on s'est fait hacker parce qu'on avait mal sécurisé le bordel. Erreur, voilà, c'était mon erreur de ne pas avoir suffisamment vérifié ça, du moins que la personne responsable vérifie ça, c'était ma responsabilité. J'ai failli à cette défaillance technique. Et en fait, du coup, le site se fait hack, il n'y a plus rien qui marche. Donc ça veut dire que tu passes de déjà tout ce que tu as en amont à l'intérieur de toi, en plus tu es un peu bourré, machin truc, 2 millions tac, il n'y a plus rien qui marche en l'espace de 3 minutes. Là, ça a été un délire. Moi, je sais ce qui s'est passé parce qu'on me l'a raconté, mais pour vous faire simple, j'ai subi un blackout à partir de ce moment-là, peut-être 10 minutes après, sachant que ça a duré jusqu'à 7-8 heures du matin, donc ça a duré 3-4 heures. Moi, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé après, parce que en gros, en fait, je me suis réveillé à 8 heures du matin, mais je n'étais pas réveillé comme ça, c'est-à-dire que j'avais les yeux ouverts, eux, ils étaient encore là avec moi, j'étais présent physiquement là, mais ça veut dire qu'il y a eu un reset dans ma mémoire de ce qui s'est passé. J'ai repris conscience en train de marcher dans un parking à 8 heures du matin, où là, je suis allé me coucher, je dors,
je me réveille et là, je suis dans une sensation comme si j'avais fait vraiment une grosse connerie, tu vois. Comme si genre il s'était passé un truc très grave, tu vois. Genre, et je suis pas sûr que je ne sais pas si c'est la réalité ou un cauchemar en fait. Et là, quand même, je suis pas con, hein, je sais très bien ce qui s'est passé, je sais que ça s'est mal passé, je me souviens quand même des premiers moments avant qu'il y ait extinction des feux. Là, j'ouvre mon ordinateur, je regarde les chiffres. Bon, après, faut prendre du recul. En réalité, on avait fait 5 millions ce soir-là. Mais c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Du coup, mon ordinateur qui était comme ça, il s'est transformé en un ordinateur avec un trou au milieu parce que je l'ai littéralement explosé, je l'ai explosé contre le mur. J'étais fou de rage en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait hacker et que c'était devenu quasiment impossible de minter, sauf si après tu mintais sur le smart contract et après le hacker, on lui a donné une rançon, mais moi j'ai plus ces souvenirs-là, on lui a donné une rançon, ça a remarché, mais c'était déjà trop tard parce que le principe des NFT, c'est soit ça FOMO direct, si ça FOMO pas, on appelle ça du FUD, c'est-à-dire que tout le monde va dire ah c'est de la merde, c'est machin, ces trucs, et du coup tout le monde panique et puis personne n'achète. On avait quand même fait 5M, c'est à l'heure d'aujourd'hui quand tu vois, personne fait 5 millions aujourd'hui. Donc et on avait vendu même pas 20% de la supply, un truc comme ça. Mais si tu veux, pour moi, c'était un échec total. Parce que c'était pas du tout une question d'argent. On avait fait 20% de l'objectif de 100%. C'était un échec total en fait. Pour moi, c'était un accomplissement. Je devais aller jusqu'au bout du truc, tu vois. Et là, en plus, tu dois faire face à des mecs qui ont payé 12 000 balles parce que c'était un truc dégressif. Hein. Tu avais des gens qui pouvaient acheter des NFT à 1000 balles, mais on promettait des trucs dans le futur, dans le métaverse, et tu pouvais acheter des trucs à 12K. Et au début, sur les 5 millions, la majorité des mecs, c'est des mecs qui ont mis beaucoup, tu vois. Ouais. Et ça veut dire que le lendemain, il fallait faire face à ces mecs-là et leur expliquer la situation du truc, d'un projet qui est littéralement en train de cracher, qui s'est craché, pas qui est en train de cracher, d'un projet qui s'est craché, où tout le monde sur Internet dit ils sont morts. Metal Legends, le flop de l'année, tu vois. Et là, tu fais wow. Et puis là, en plus, tout de suite, tu commences à comprendre. Là où tout le monde disait que tu étais un génie, tout le monde dit qu'en fait que tu n'es qu'une grosse merde. Et tout le monde commence à te tourner le dos. Et c'est assez violent, hein, c'est horrible comme sensation, très clairement. Et si tu veux, en l'occurrence, cette expérience m'a appris une chose clairement, c'est que je dois reprendre du recul sur tout. Et il n'y a rien, en fait, je ne suis pas autorisé à être dans un état émotionnel que ce que j'ai pu vivre suite à ça, autre que la mort, en fait, tu vois. Et en fait, là où c'était horrible, c'est qu'on va dire que les 48-72 heures qu'ont suivi cet échec, franchement, j'ai quasiment autant souffert, tu vois, que quand mon pote est parti. Et ça, là où je me suis dit, c'est pas normal. Et ça, c'était une grande leçon que j'ai apprise et que je ne referai plus jamais. C'est que en fait, j'ai mis beaucoup trop d'affect dans un projet professionnel. J'ai tout mis, j'ai mis mes tripes, j'ai mis trop d'affect. Et ce qui a fait que je me suis brûlé les ailes à ce moment-là et que derrière, j'ai vraiment souffert parce qu'en fait, finalement, c'était pas qu'un simple projet. Ça représentait tellement plus qu'un simple projet. Il y avait tout le monde, mes proches, mes machins, mes trucs. Enfin, tu vois. Et du coup, je l'ai vraiment mal vécu. Mais ça, c'était une grosse leçon de prendre du recul. Du business, c'est du business. Tu vois, ça reste du business. Oui, c'est super important de mettre de l'amour dans ton business, c'est super important de mettre de la conviction, mais il y a des limites à ne pas franchir. Et moi, je les franchise. Et quand ça se passe mal, je me suis retrouvé dans un état où, franchement, même mon daron m'a quand même dit qu'il avait peur que je me foute en l'air. Quand même pas, tu vois, jamais de la vie. Mais quand même, pour qu'il ait pensé à, c'est qu'il était bien au courant que j'allais pas bien, tu vois. J'allais vraiment pas bien. Non, mais c'est vrai, tout le monde s'inquiétait. Même moi, j'écrivais à Hamza, ouais, t'as des nouvelles de Robin Ouais, c'était horrible. C'était horrible. Non, mais je te dis, t'imagines quand même pour faire un blackout, genre c'est suppression de mémoire, c'est du traumatisme émotionnel, tu vois. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu 2 jours genoux à terre, hein, très clairement, à terre. Et après, je me suis dit, en fait, vas-y, je peux pas abandonner, c'est pas possible, tu vois. Le projet, il est trop beau, j'ai trop engagé, je vais pas abandonner. Et là, du coup, je suis remonté sur mon cheval, j'ai sorti mes putains de glaives, tu vois. J'ai remotivé les troupes et j'ai fait les gars. Ok, c'est comme tout scénario de dingue, on a essayé de nous abattre, mais on va pas s'arrêter là. Et on va aller chercher cette putain de victoire finale. Et du coup, pendant 3 semaines, on a regagné la hype, on a remis en place des stratégies de malade, il fallait regagner la confiance des gens. En vrai, je crois qu'on est le seul projet au monde qui avons réussi à faire ça. Hein. C'est-à-dire se cracher comme ça et revenir comme on l'a fait, ça n'a jamais été, personne l'a fait. Et du coup, on s'est battu. C'était dur, mais en même temps, c'était excitant parce qu'on était vraiment dans un putain de film de science-fiction. Là. C'était une série Netflix, le truc. Tu vois, c'est le délire, quoi. On revient, les gens commencent à reprendre espoir, on recommence à recréer une hype et tout. Puis là, du coup, on arrive au 2e Mint. Et voilà, c'était aussi un truc de... Oh là là, le bordel. On arrive, hop, cette fois-ci, je ne vais pas chez mon pote, je ne bois pas de champagne, je suis chez moi, tranquille sur ma table, je veux voir personne, je suis concentré, il n'y a que 4 personnes ou 5 personnes, les personnes les plus importantes sur Zoom. Je sais ce que je dois faire, je suis concentré, cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur possible cette fois-ci. Ouais. On appuie sur le bouton une 2e fois.
Là, boum, 5 minutes, tac. J'entends les gens qui me disent « Oh putain, on a fait 5 millions en 5 minutes. » Impassible, ça me fait absolument rien. Genre, rien. Mais même pas, genre, je suis content à 0,1%. Ça m'a rien fait. J'étais tellement concentré et je voulais pas en fait revivre le même truc de ok, c'est pas fini. Tout le monde, là ça commence à dire, les gens commencent à dire, tout le monde commence à dire, c'est bon, ça va sold out. On fait genre 25% de la supply en 1 minute, 50% de la supply en 20 minutes. Et là, tout le monde dit, ouais, c'est bon, c'est sold out, machin truc. Moi, je suis impassible, d'expérience tranquille, tu vois. Et là, en fait, du coup, c'est là où j'ai compris en fait comment ça fonctionne les projets NFT. Les projets NFT, c'est tu fais la majorité des ventes directes, genre en quelques minutes, et après ça retombe tout de suite, tu vois. C'est le principe de FOMO. Soit tu sold out rapidement, soit tu vas en chier grave, tu vois. C'est comme ça que ça marchait en tout cas à l'époque. Et c'est là où j'ai compris ça. Et en fait, ça pète. On fait 50%, à peu près 50, 60 ou même 70% des ventes au bout d'une heure, un truc comme ça. Et après, putain, il n'y a quasiment plus rien, quoi. Enfin, il y a des ventes, mais il y avait encore genre 2500 ventes à faire. Et une vente toutes les 3-4 minutes, c'est pas suffisant. Surtout qu'on n'avait qu'une fenêtre de tir de 24 heures. Et après, on fermait les ventes. Donc là, je me dis, bon, c'est propre ce qu'on a fait, mais putain, faut qu'on aille chercher le sold out. Là, il y a les membres de mon équipe qui commencent à faire ah, c'est chaud, machin truc. Je dis non, c'est pas chaud, on va aller chercher ce putain de sell out. Donc là, on commence à trouver des stratégies, on contacte des influenceurs, machin truc. Il faut savoir que ça a duré sur toute la phase toute la phase, il y a eu à peu près 50 heures, j'ai dormi 0 minutes. J'ai dormi 0 minutes, le mint il démarre, machin truc. Donc là, il commence à 1h du mat, donc on commence à passer la nuit. 3h, 4h, 5h, 6h, on commence à contacter des influenceurs. Il y a un mec qui me dit ok, on peut contacter lui, on envoie. Ça fait une espèce de petite FOMO foireuse. On dépensait des trucs indécents, hein. Des stories à 50 000 $, 30 000 $, 40 000 $. Je me posais même pas la question. Il fallait envoyer, il fallait trouver des stratégies, tu vois. Et là, il y a des mecs qui me disent on peut avoir lui. Je vous dis lui, la Snoop. Je lui dis c'est combien Snoop Dogg? Il me dit 270 000 $ la story. Et je dis contacte-le, je veux une story avec Snoop, on le paye maintenant, dans la seconde. Au final, il dit quoi? Il dit apparemment c'est bon pour Snoop. Là, je commence à parler aux gens sur la communauté parce qu'il y avait toute notre armée, il y avait les holders de l'édition 1, il y avait l'équipe, il y avait mes potes, il y avait tout le monde sur le Discord. C'était un champ de bataille en mode on y va, on lâche pas l'affaire, nan. Et là, je commence à dire il y a peut-être un gros poisson qui va rentrer dans le projet, les gars. Tu vois, je mets des petits smileys, des petits gifs de Snoop qui dansent et tout. Et là, tout le monde commence à dire oh putain, il y a Snoop qui va rentrer dans le projet, c'est un truc de malade mental et tout. Et là, les ventes, elles repartent, tu vois. Elles repartent. Et là, en fait, donc du coup, là, je me dis, c'est cool. Je dis au mec, je dis, ok, on fait comment pour Snoop? Et là, il n'y a plus de réponse. Silence radio, tu vois. Silence radio, parce qu'il y avait un décalage pas possible. Genre, il y avait le plus grand décalage possible sur Terre. Il est en Californie, il y avait genre peut-être 12 heures de décalage. Genre, il n'y a pas plus gros décalage possible au monde que où il était, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, j'ai commencé à annoncer le truc. Il se passe 2, 3, 4, 5 heures. Les gens, ils commencent à dire, bah alors, il s'est rien passé. Il n'y a aucune communication de Snoop, on voit rien. C'est du scam, machin truc. Il y a Max qui commence à me dire, t'es sûr qu'on va avoir un placement sur Snoop? Là, je fais, oh putain, parce que là, s'il n'y a pas le placement sur Snoop, on est vraiment dans la merde, tu vois. Ouais. On est vraiment dans la merde parce qu'on clairement on leur a dit, il y a Snoop, tu vois. Et là, je fais, t'inquiète, il va arriver, tu vois. Et là, en fait, il se passe que là, il était à peu près, j'ai eu la confirmation à 6h du matin, ok. Il se passe 7, 8, 9, 10 heures, le mec qui était en train de dormir, qui était l'agent de Snoop, il me répond, il me dit, bah je sais pas, il répond plus, machin truc. Je me suis dit, putain, il a dû fumer un trop gros ouin, il doit dormir trop profondément, c'est relou, tu vois, mais j'espère qu'on va avoir de ces nouvelles. Et là, en fait, bah, du coup, jusqu'au lendemain, on a dû gagner du temps pour temporiser. En continuant, bah, je me suis dit, vas-y, on y va à fond. Je remettais plein de trucs, de Snoop, machin truc, on a vraiment joué là-dessus, tu vois. Les ventes continuaient, la courbe de progression, elle avançait, hein, mine de rien, petit à petit. Hein. Ça avançait, on se rapprochait du but, tu vois. Mais il restait quand même un petit bout de chemin pour aller jusqu'au bout. Et là, en fait, je dis à Max, on va faire une AMA, donc on va faire un live vocal sur Twitter avec tout le monde. On va faire ça, c'était à 22h heure de Dubaï. Okay, donc pour te dire, hein, moi j'avais eu la confirmation à 6h du matin heure de Dubaï, à 22h. Il n'est toujours pas posté. Il est toujours pas posté. Et je dis à Max à 16h, annonce qu'à 22h on fait ça. Entre temps, c'est sûr, on va avoir le truc. Au final, il commence l'AMA, il n'y a toujours pas de Snoop. Là, je dis, mais putain! Je dis, c'est quoi ce délire, bordel de merde? Genre, il répond ou il répond pas, tu vois. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je les avais payés, hein, les 270 000. Hein. L'argent était parti. Hein. Moi, depuis 6h du match, j'avais ralasse les 270K. Et là, je suis en train de me dire, wow, je suis dans la merde. En plus, je me suis fait péter 270 balles.
c'est relou, tu vois. Encore 270K, je m'en foutais à ce temps-là. C'était juste, on est dans la merde. Si vraiment, la limite, je veux dire, la cohérence, tout ce qu'on a construit, la confiance qu'on a construit, elle est détruite instantanément. Parce que le fondateur ultime, the creator, machin truc, où tout le monde se disait, oh, c'est un ouf lui et tout, bah là, en gros, bullshit. Donc ça remet en question tout ce qu'on avait dit, toutes les promesses, donc tout le projet. Donc c'était une catastrophe s'il postait pas, tu vois. Donc j'avais pris un gros risque effectivement là pour le coup. Et donc au final, 22h il commence l'AMA, l'autre il me dit ouais c'est bon t'inquiète, il s'est réveillé, il va poster. Et là je dis Max, je dis putain yes. Je dis c'est bon, il va poster, tu vois. Il commence l'AMA, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, il poste toujours pas, tu vois. Il poste toujours pas. Et là, je dis, gagne encore 1 heure, machin truc. 2 heures d'AMA, il poste toujours pas. Au final, il a dû dire, ouais, vous inquiétez pas, vérifiez les réseaux, il va se passer un truc de malade et tout. Vous allez voir, ça va être fou, nan. On arrête l'AMA. Et là, il était 22 heures. Et là, figure-toi que 23 heures, minuit, 1 heure du mat, 2 heures du mat, c'est toujours pas posté. Là, je me suis fait péta, c'est sûr et certain. Il va pas poster. Et là, vraiment, j'étais allongé sur le canapé comme as. Il y avait Paola qui était en face de moi. J'étais comme ça. Blanc. Vraiment, j'ai fait bon bah c'est foutu. Vraiment c'était horrible. Ça faisait 45 heures que j'avais pas dormi, j'en pouvais plus. Plus de manière rétroactive tout ce qui s'était passé avant. Quand est-ce qu'il s'arrête le scénario Netflix? Quand est-ce que ça s'arrête, tu vois? Et putain de bordel de merde, là il y a un message qui se met sur Discord, 2 messages, 10 messages, 100 messages, 500 messages, il a posté. Et là il a posté une vieille story foireuse sur Instagram, mais qui a fait que entre le moment où il a posté et après, en 20 minutes on a sell out. C'est-à-dire que ça a FOMO, mais genre un délire, brac, on a fait toutes les ventes. Il était 5h du matin, je m'en souviens. Donc ça a pris presque 24 heures finalement. Ouais, c'était horrible. Il était 5h du matin à ce moment-là. Moi, ouais, là, ça y est, on a réussi. On a fait le sell-out. Là, j'étais avec mon petit frère et tout. Ma copine dormait. Et là, putain, ouais, j'ai eu un sentiment tellement bizarre, tu vois, parce que j'étais tellement exténué, tellement d'émotions, tellement de trucs. Mais putain, ça y est, j'avais réussi, tu vois. J'avais réussi. Et ce que je suis allé faire, parce que j'avais l'habitude de sortir ma chienne tous les jours dans un espèce de parc, machin truc, où tu sais, je ruminais tout ce qui allait se passer, machin truc, ce qu'on va créer, le changement de vie, l'opportunité financière, enfin, tu te projettes à tout, tu vois. Et le premier truc que j'ai fait, c'est à 5h du matin, je suis allé faire une balade d'une demi-heure, refaire les mêmes pas que ce que je faisais depuis 3 mois, en fait, tous les jours, quand je sortais ma chienne. Et c'est comme ça que j'ai vraiment savouré ma victoire, en mode, waouh, c'est incroyable. J'ai dormi, je me suis réveillé le lendemain, j'ai fait pas le même réveil que la dernière fois. J'ai fait putain, c'est magnifique. On a réussi quoi. Mais en fait, c'était même pas une question d'argent. C'était une question c'était le plus beau combat de ma vie, tu vois. Ouais. C'était un truc de ouf. Et là, après, bah ouais, tout le monde t'appelle en mode bravo, je suis tellement fier de toi. Même tout le monde dit, c'est même pas tant pour l'argent, c'est putain, c'est une leçon de vie, tu vois. T'étais battu, mais tu t'es relevé, tu vois. Ouais. Et t'as gagné. C'est un truc de dingue, tu vois. Donc ouais, c'était une expérience absolument incroyable, absolument incroyable. C'était l'expérience la plus forte de ma vie à beaucoup de niveaux, quoi. Beaucoup de niveaux. Mais c'était extrême, hein. Je me coupais même plus les ongles. Je ressemblais à un clodo multimillionnaire, tu vois. Je me souviens très bien de cette phase. En plus, je m'étais dit, j'irai pas chez le coiffeur tant que je vais pas sell out, tu vois. J'irai pas chez le putain de coiffeur, donc sûrement inconsciemment aussi, je me couperai pas les ongles tant que j'ai pas sell out. Et vraiment, ouais, je ressemblais à rien, tu vois. Enfin, j'ai le beubard, les cheveux, machin truc. Et là, le petit barbershop et la petite coupe et tout, le lendemain, quand même, pour le coup, tu vois. Là, j'étais en mode, il n'a pas été volé celui-là. Wow, non, c'était une expérience c'était une expérience de malade, hein, franchement. Mais j'en retire beaucoup d'apprentissage, hein, beaucoup de choses. Tu vois, si c'était à refaire, je le referais, mais pas de la même manière. Je ne mettrais pas autant d'affect. Okay. Parce que franchement, je ne mettrais pas autant d'affect. Il faut que je me préserve. Et je t'ai dit, je ne peux pas me permettre de souffrir autant pour un projet entrepreneurial, pour de l'argent, pour ce que tu veux, c'est pas possible. Et vraiment, à un moment, j'étais au fond du trou. Je ne peux pas être au fond du trou pour un business. C'est pas possible. C'est hors de question pour moi. Enfin, en tout cas, dans mon jeu vidéo à moi, c'est une règle interdite. Ouais, puis c'est fou parce que tu m'avais dit une phrase qui était assez déroutante. C'est finalement, j'ai jamais gagné autant d'argent de ma vie, mais j'ai jamais été aussi mal que de ma vie en même temps. Ah ouais, j'ai jamais été aussi mal, clairement. C'est assez polarisant. Et vraiment, je l'ai vu moi aussi. Tu vois, on est assez proches et tout. Ouais. Je l'ai vu moi aussi au quotidien et c'était assez fou. Et du coup, on est maintenant le 1er septembre, au moment où on fait 2022. Le mastermind, je crois que c'était vers septembre également 2021. C'était octobre. Début octobre, c'était il y a un an. Quoi. Donc en septembre 2021, moi j'habitais encore à Londres, tu m'avais appelé, tu me parlais des NFT, on avait découvert entre guillemets les NFT ensemble ici à Dubaï en mars-avril 2021. Ouais. Du coup, il s'est passé un an depuis.
Ouais. Le sell-out, c'était vers décembre, c'est ça, fin décembre, hein, le sell-out avec l'ensemble des 12 345 unités. Et du coup, depuis, sur ces 9 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé énormément de choses. Donc du coup, une fois que tu arrives au bout de ce projet, maintenant tu rentres un nouveau, c'est même pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau tome en fait qui démarre. C'est une nouvelle aventure qui démarre où on a prévu de faire beaucoup de choses, développer une application sociale où toutes les personnes qui ont des NFT, elles vont avoir la possibilité de s'interconnecter et donc de pouvoir échanger sur un réseau social. Ça sera le premier réseau social NFT. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis pas mal de temps, plusieurs mois à développer. La première version va apparaître dans quelques semaines. Et ensuite, c'est le développement de ce métaverse. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. D'abord, c'est développer tous les assets en 3D. Ensuite, c'est bien évidemment s'entourer des bons partenaires. Ensuite, ça va être mettre en place toute la tokenomics, c'est-à-dire tout le business model du jeu. Ça va être relever des fonds avec ce qu'on appelle une ICO. Et c'est un projet, ça, très concrètement, de toute façon, on est là et on ne veut pas se précipiter parce que malheureusement, on est vraiment très, très corrélé et très, très lié au marché en fait, des crypto-monnaies qui lui-même est corrélé au marché global et à la macroéconomie globale. Donc, ce qui fait que là, pour le moment, de toute façon, même si on voudrait lancer, ça ne marcherait pas. Donc, on prend notre temps, on construit. Et puis c'est une super belle aventure. Moi, si tu veux, j'ai développé des compétences non négligeables, si tu veux, dans le Web3 maintenant. Donc, j'en ai aussi profité parce que je suis un entrepreneur. Donc, j'ai vraiment structuré une équipe sur Meta Legends. J'ai mis un CEO aujourd'hui à ma place. Moi, je suis là pour, si tu veux, m'assurer que la vision de l'entreprise, que les décisions stratégiques soient bien prises. C'est mon rôle aujourd'hui. Mais je ne fais pas d'opérationnel sur ce projet-là. Et ce qui m'a permis aussi d'avoir du temps parce qu'il y a un temps de développement. Je veux dire, développer un métaverse, développer une appli, etc. Non mais qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu es là derrière, mis à part continuer à faire vivre la communauté et faire le maximum que tu peux. Moi, ne faisant pas d'opérationnel, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, j'ai décidé d'utiliser mon temps pour créer un écosystème aussi dans le Web3, ce que j'ai déjà fait dans le Web2 sur différents secteurs d'activité. Là, je suis en train de le faire également dans le Web3 avec de nouveaux projets qui sont un petit peu différents, mais qui restent corrélés au marché NFT. Ok, super intéressant tous ces éléments et on a hâte de voir tout ce qui va sortir. Sachant ce qu'il y a dans le four en ce moment et même deux, trois surprises que tu nous réserves, ça va être intéressant. Donc, suivez tout ça attentivement. Et donc, récemment, comme tu le disais, même encore il y a un instant, le marché des cryptos est lié à la macroéconomie globale, le marché global. Du coup, les cryptos descendent, tout descend finalement, moins de hype, moins d'échanges sur les marketplaces NFT. Bref, il y a eu un gros on va dire, un gros essoufflement du marché par rapport à la hype qu'il y avait. Je sais que tu étais assez exposé sur les marchés des crypto-monnaies. On parle de très grosses sommes d'argent, on parle du coup de très grosses pertes potentielles derrière. Et je t'ai vu vraiment, pas décomposé, mais en tout cas, je t'ai senti vraiment très en fait, c'est compliqué parce que j'ai fait une erreur que je ne suis pas le seul à avoir fait, que beaucoup de porteurs de projets NFT ont fait. C'est que si tu veux, on était conditionné par un biais de croissance du secteur NFT. C'est-à-dire que ça faisait que monter depuis 2 ans. Et en fait, nous, on a fait le sell-out et c'est là où ça a commencé à descendre. Donc en fait, si tu veux, tu étais un peu dans le truc où en mode, j'attends un peu encore que ça monte. Et vu que ça descend, tu dis, je vais attendre que ça remonte un peu et je sors. Et en fait, du coup, nous, on a quand même une grosse exposition en crypto-monnaie et le marché s'est quand même bien cassé la gueule. Ce qui fait que en fait, c'est assez compliqué à vivre pour des personnes comme moi qui sont des entrepreneurs, dans le sens où s'il y a un truc que je supporte pas dans la vie, c'est ne pas avoir le contrôle. Et en fait, je n'ai pas le contrôle sur les marchés financiers. Du coup, je subis ça. Et après, c'est soit tu acceptes de sortir avec des pertes, mais moi, j'ai un bon mindset entrepreneur, mais le mindset investisseur, il faut encore que je continue de le travailler, je le sais. Et si tu veux, j'ai un petit peu du mal d'accepter de sortir avec des pertes. Tu vois. Donc, je suis plus en mode, j'attends et j'attends que ça remonte, et puis voilà, parce que j'ai quand même la conviction que ça remontera. Mais du coup, c'est compliqué parce qu'après toi, derrière, tu as des charges, donc ça te coûte plus cher, donc machin, donc truc. C'est émotionnellement super chiant. Pourquoi? Parce que déjà, tu peux te lever un matin et perdre 2 millions de dollars, ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai connu un réveil plus agréable. Mais bon, c'est pas très grave. Et après, en fait, c'est surtout… tu maîtrises pas, tu vois, tu peux rien faire. Tu peux rien faire et surtout… je l'ai dit précédemment, je suis en train de développer un écosystème, je suis en train de développer plein de choses parce que je veux vraiment envoyer all-in sur le Web3 parce que pour moi, c'est le futur.
et il y a plein de choses à faire et je me sens mature justement pour aller chercher ma licorne et faire pas mal de choses intéressantes sur ce nouveau marché. Et le problème, c'est que en fait, ce nouveau marché, il est quand même vachement corrélé au marché, enfin, le monde économique global. Le monde économique global. Et du coup, le bear market fait que ça met un peu en stand-by tous tes autres trucs. Donc du coup, tu étais là en disant ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Ah, boum, tu te prends une tarte, tu perds des millions plus. Tes projets en fait lance-les mais ça marchera pas là tout de suite maintenant. Après c'est pas grave parce que je construis pendant le bear market et je serai prêt à dégainer très violemment pendant le prochain bull run, que ce soit pour Meta Legends et que ce soit pour les autres projets que je développe. Donc je suis patient, mais c'est vrai que j'ai passé une phase où il y a eu un crash ces derniers mois, le Terra Luna machin truc, il y a eu un méchant crash. Effectivement ça a été très compliqué émotionnellement à vivre parce que là tu regardes le truc, putain, tu dis putain de merde, pourquoi je suis pas sorti, tu vois. Mon père m'a appelé quand j'ai sell out, il m'a dit tu veux pas tout mettre en dollars ou en euros. Je lui ai dit papa, t'as pas compris. Moi j'étais là en mode le roi du monde, j'ai fait X millions, machin truc. C'est pas mon daron qui n'a rien compris. C'est son ancien monde d'investir dans l'immobilier, toutes ces conneries, rentable à 10%, il n'a pas compris. C'est comme ça que ça marche. Nous on a fait des dizaines de millions en 3 mois, voilà, c'est ça le nouveau monde. Grosse erreur. Grosse erreur. J'aurais dû écouter papa, vraiment, j'aurais dû sortir. Parce qu'en plus, le problème, c'est que ça m'a même empêché, si tu veux, de pleinement apprécier cette victoire. Parce que je voyais le truc qui descendait tous les jours. Donc ça te casse les couilles, en fait, tu vois. Donc ça, ouais, c'est une grosse erreur que j'ai faite. Plus jamais je la referai. Mais c'est un apprentissage, hein. Ça reste un apprentissage. C'est pas très grave. Ça dépend où tu mesures la gravité du truc. Il y en a qui pèterait un plomb. Moi, je prends du recul, c'est pas grave, je peux quand même continuer à développer mes projets, il n'y a aucun problème pour ça. Heureusement qu'on a eu l'intelligence de provisionner assez de trésorerie en fiat pour pouvoir développer les projets, même peu importe les fluctuations de marché. Les fiat, c'est dollars ou euros. On a provisionné suffisamment pour développer les projets, mais c'est quand même relou, effectivement, de subir quelque chose dont tu n'as aucune maîtrise. Donc ça, c'est vraiment c'est ce que je disais, hein, maîtrise de la chaîne de valeur, c'est pareil. Là, on est vraiment dans la chaîne de valeur, c'est l'essence même du truc, hein. C'est la valeur intrinsèque, c'est la valeur, même pas la chaîne, c'est la valeur qui se fait défoncer à moins 80%. Donc, moins 80, moins 90%, c'est clair. Et justement, tu l'as vu, tu l'as vécu, tu l'as subi, cette baisse dévastatrice. C'est ce que je vous dis, hein, c'est comme as, tu vois. Hop, Meta Legends, c'est là, je me suis fait rect par le marché direct après, tu vois. Non, l'Ether aurait pas pu monter à 5-6 000, tu sais, ça aurait été trop beau. Non, tu vois, non, c'est boum, ouais, je te remets une petite leçon de vie, Robji. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, ça peut pas être trop facile, hein, trop facile. Meta Legends, je l'ai pas volé, c'était pas trop facile, c'était très difficile. Que l'Ether, il monte à 6 000 après ce que j'ai fait, ça c'était trop facile. Donc ça s'est pas passé comme ça. Donc il est descendu à $800 ce bâtard. Et ouais, c'est vrai en plus, $800, putain. Alors que quand il était à 1000, tout le monde se dit non, c'est pas possible, il va pas descendre en dessous de 1000. Mais ouais, bon, maintenant ça reprend, le marché fait un peu son nid. On n'est pas en bull market, on va dire stabilisé. Je fais plus attention à ça, je regarde même plus. Mais justement, toi qui ça fait des mois et des mois et des mois que tu es dedans, tu es dans cet écosystème, tu te renseignes partout, tu crées des projets, toutes tes équipes elles sont focus dessus. Est-ce que tu penses qu'on va revivre une folie comme on a vécu avec le marché des NFT en particulier parce que c'est littéralement historique? Et je pense que ça va être bien pire le prochain bull run. Il va être beaucoup plus gros que ce qu'on a vécu, mais il va être largement différent. C'est-à-dire que là, vu que c'était le début, c'était n'importe quoi, c'était le Far West. Il y avait énormément d'opportunistes qui sont positionnés, énormément de scams, et ce qui fait que en fait, ça a vraiment terni l'image des NFT, ce qui est dommage parce qu'il y a beaucoup de belles choses à faire. Et en fait, là, ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs et beaucoup de projets qui ont été très successful, donc qui ont généré beaucoup d'argent, donc qui ont bien compris ce qui va se passer au prochain bull run. Tu sais, c'est comme avec les cryptos, hein. Les cryptos, tu sais, les anciens bull run, ça monte à 4000, après ça redescend à 50, après ça remonte à 20 000, après ça redescend à 200, après ça monte à 80 000, ça redescend à 20 000, etc. Et bien là, tu vas voir, il va se passer la même chose. Je peux pas Madame Irma, mais j'ai un niveau de certitude, moi en tout cas, je pense que c'est ce qui va se passer et je pense que ça va être, le niveau d'amplitude va être encore plus violent. Maintenant,
ça va être complètement différent parce que là où il y avait plein de scams, plein d'opportunistes, là le marché s'est professionnalisé et je pense que vraiment on va avoir énormément de projets très professionnels et de beaux projets, et ce qui va faire que ça va renforcer la confiance qui avait peut-être été un petit peu perdue par pas mal de personnes. Encore que les NFT, on parle personne que les NFT, personne n'investit dans les NFT, c'est un marché qui est microscopique aujourd'hui en termes d'utilisateurs. De manière mensuelle, je crois qu'on parle de quelques centaines de milliers de personnes. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais les NFT, ça vient d'arriver. Comme Internet est arrivé dans les années 2000, il y avait peu d'utilisateurs. Bah là, aujourd'hui, il y a peut-être 6 milliards sur 7 qui utilisent Internet. Vous allez voir ce qui va se passer dans les prochaines décennies, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Dans les 10 prochaines années, il y a plus d'1 milliard de personnes qui utiliseront les NFT au quotidien dans leur vie. Et donc, il va y avoir des mouvements d'amplitude de plus en plus grands. Pas forcément comme on l'a connu, c'est-à-dire uniquement sur des collections NFT collectibles, art, etc. Mais ça va être quelque chose qui va faire partie de notre vie à tous les niveaux, pour toutes les utilités, pour aller à un concert, tu auras un NFT à la place de ta place de ticket, pour plein de choses en fait. Pour ton titre, ton passeport, ça sera potentiellement un NFT, ta maison, ton titre de propriété, ça sera un NFT. Tout ça, la décentralisation, en fait, on ne peut pas y faire face, comme on n'a pas pu faire face à l'expansion d'Internet. Le Web 1, c'était Internet, c'est-à-dire on a accès à de l'information sur Internet. Le Web 2, c'était on connecte les gens entre eux, les réseaux sociaux. Et là, le Web 3, c'est la décentralisation. On rend le pouvoir aux gens, et ça, même s'il va y avoir énormément de bâtons qui vont être mis dans les roues, c'est-à-dire que la décentralisation, c'est mal vu par, je pense, beaucoup d'institutions financières et le monde dans lequel on régit malheureusement. Mais en fait, c'est inévitable ce qui arrive. Donc je pense qu'effectivement, oui, le prochain bull run, quand, ça je n'ai aucune idée, mais il va faire très très mal. Et moi, personnellement, je connais des personnes qui construisent, ça va être dévastateur, ce qu'ils construisent, vraiment. Et ils attendent, il y en a plein qui pourraient sortir des projets maintenant, mais ils ne le font pas parce qu'ils attendent de dégainer au bon moment. Et j'en connais plein. Et donc je ne me fais aucun souci que à la reprise, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, mais moins le Far West, donc ça c'est positif. Okay. Il y en aura toujours un peu, mais il y aura C'est super intéressant d'avoir ton point de vue, effectivement. Et un point qui est fascinant pour ceux qui nous écoutent également, je pense, c'est… Moi, je t'ai vu faire, donc c'est presque devenu une normalité pour moi et je vois le process que tu as mis en place. Mais donc, tu as ton écosystème d'entreprise de base, boum, tu trouves un CEO, tu sors justement du truc, tu dis à tes équipes, je ne veux plus entendre parler de ces business pendant que je me focus là-dessus. Ensuite, ça dépend, ça je l'ai fait que pour Meta Legends. Ok. Mais après, du coup, tu mets en place Meta Legends. Là aussi, tu as réussi très rapidement. Nouvelle industrie, nouveau monde. Je rebondis. Tu vois, il y a un truc aussi où j'étais trop extrême avec Meta Legends. Ouais. J'étais trop extrême avec moi-même en termes d'implication émotionnelle, mais j'étais trop extrême aussi avec mes autres boîtes. C'est-à-dire que tu vois, mes autres associés, mes CEO, quand même, ils ont besoin de ma présence un minimum. Là, j'ai disparu pendant 3 mois. C'est-à-dire même pas un message, pas un call, tu vois. Donc après, ils ont compris, il n'y a pas de problème. Mais je le referai pas. Okay. Et je dois, c'est ma responsabilité. Je suis plus dans l'opérationnel, mais je suis quand même avec eux, tu vois. On est une équipe. Et une équipe, c'est une équipe. C'est pas un mec qui se barre et qui disparaît. Donc, tu vois, ça, c'est un truc qui était moyennement cool aussi. Donc, Meta Legends, tu vois, c'est très disparate. Hein. C'est très, il y a eu pour le meilleur et pour le pire. C'est le projet de tous les extrêmes. Ah, c'est le projet de tous les extrêmes. Ouais. Donc, il y a eu des trucs qui étaient très bien, il y a eu des trucs qui étaient vraiment pas bien, tu vois. Et là, en l'occurrence, ça, je le referai pas. Tu vois, là, je travaille sur d'autres projets et notamment normalement, si les étoiles sont alignées, c'est mon projet licorne. Même si c'est mon projet licorne, donc c'est-à-dire un potentiel 200 fois supérieur à Meta Legends, voire plus, du coup, non, je referai quand même pas ça. Okay. Je referai quand même pas ça. C'est la leçon acquise par cette expérience. Ouais. Mais non, je peux pas. C'est pas possible. Je peux pas abandonner les gens. C'est pas dans ma nature. Je te rejoins. Hein. C'est pas possible. Je te rejoins tout à fait. Et justement, comment structurer une équipe telle que tu le fais à chaque fois lorsque tu te lances dans un nouveau business et que justement il tourne, ça fonctionne. Comment est-ce que tu fais pour les trouver, les recruter, les garder? Là, tu vois, par exemple, je te donne l'exemple de Meta Legends. On va dire que la majorité des gens, c'était des gens qui étaient dans le projet que j'ai trouvé. C'était des gens qui suivaient le projet, c'était des gens qui étaient fans du projet. Donc déjà, ça change tout. Parce que plutôt que d'avoir la personne la plus compétente En fait, entre une personne qui est ultra compétente et une personne qui est ultra motivée, c'est la personne motivée qui gagnera toujours. Les compétences, ça s'apprend en fait. La motivation, c'est différent, c'est plus rare, tu vois. Et là, moi, j'ai des gens, si tu veux, qui ont le feu sacré. Et ce que je vais essayer de faire systématiquement quand je vais développer des boîtes, c'est trouver des gens qui ont le feu sacré. Donc déjà, c'est aligné avec la vision d'entreprise, aligné avec la vision du projet, aligné aussi avec ma vision et
et comment je vois les choses et comment on va aller sur le champ de bataille. Et c'est, on va dire, je pense, allez, 80% du process. Ensuite, après, le plus important, effectivement, c'est l'exécution opérationnelle et vraiment d'avoir une personne, tu vois, qui soit la référente, le directeur manager, qui soit responsable, si tu veux, de tous les différents départements et s'assurer que tous les process et que toutes les personnes voilà, fassent ce qu'elles doivent faire. C'est le plus important. C'est en fait, si tu veux, le plus important, c'est le premier recrutement. Le plus important, en fait, c'est le premier gars qui va être, si tu veux, ton directeur manager, enfin ton directeur opérationnel, CEO, directeur général, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est vraiment cette personne-là qui est la plus importante. Ok, et aujourd'hui, du coup, même si tu es dans le Web3 à fond, toutes les boîtes que tu avais mis en place avant tournent encore, fonctionnent encore. Ok. Indépendamment de toi, tu fais juste une réunion par semaine. Elle tourne même mieux en réalité depuis que je suis plus dedans. Ok. Ouais. Mais c'est logique en fait. Hein. C'est logique parce que moi je peux pas être sur 10 fronts en même temps, même si je donne la meilleure volonté du monde et que je pense faire le mieux possible et que voilà, je suis sûr d'avoir raison. Bah, en fait, entre ça et un mec qui est sur un projet focus à 300% et qui se fait pas en fait des focus sur d'autres choses et qui va pas penser, qui va pas se faire déconcentrer sur d'autres champs de bataille, et ben il va être plus performant que moi. Ouais, et je l'ai vu. Hein. Ouais, tout à fait. Je te rejoins là-dessus. C'est de l'ego, c'est beaucoup d'ego en fait aussi, du lâcher prise, apprendre à lâcher prise. En fait, tu sais, c'est comme c'est comment ça marche l'entrepreneuriat, c'est comme le foot, tu vois, au début, tu es un terrain de foot, tu as des joueurs, des attaquants, des gardiens, des milieux défensifs, etc. C'est toi qui joues tous les postes, tu vois, tu apprends, tu fais tous les postes. C'est compliqué à un certain moment de succès, tu es obligé de recruter, de déléguer, etc. Donc, tu passes sur le banc, tu passes entraîneur. Et là, du coup, ta mission, c'est quoi? Ça va être trouver les bonnes personnes et les placer au bon poste. C'est pas que trouver les bonnes personnes, c'est les placer au bon poste. Ça, je le répète parce que c'est hyper important. Et une fois que ça c'est fait, bah en fait, même toi, donc l'entraîneur c'est le CEO, vous l'avez bien compris, et ben en fait, même vu que tu as plusieurs clubs de foot, et du coup, tu deviens propriétaire du club de foot, tu es propriétaire du club de foot. Il faut que tu aies vraiment cette responsabilité d'actionnaire plus que je ne vais pas dire chef d'entreprise, mais plus que de directeur manager. Tu vois. Ouais. Et le fait d'être propriétaire du club de foot, tu vas recruter un entraîneur qui va lui recruter les gens, etc. etc. Et en fait, une fois que tu commences par l'inverse, c'est-à-dire tu recrutes le bon entraîneur, bah en fait, c'est comme ça dans le foot. En fait, il recrute l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui recrute les joueurs de foot et pas l'inverse. Ouais. Et du coup, en fait, tu as besoin de faire le travail bien qu'une seule fois, donc ça limite vraiment ton risque de foirer tes recrutements. Après, il faut que tu sois bon, hein, bien évidemment. Mais bon, nous, on passe par des RH ou des trucs comme ça. Mais il suffit de bien recruter cette personne une fois et ensuite, après, bah, du coup, c'est à lui de gérer tout le reste. Et on va dire que, surtout que moi, je suis mauvais dans ça, je suis mauvais dans les RH, je suis mauvais dans les ressources humaines. Enfin, je suis mauvais parce que ça me fait chier, donc je ne fais pas en sorte de devenir bon. Et en fait, je limite ma marge d'erreur en ne faisant qu'un recrutement est le plus important. Ok. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Je me souviens encore quand on devait faire des calls de recrutement, toi et moi, et tu trouvais tous les moyens pour soit me refiler le call, soit pas venir, soit le faire à deux, vas-y viens. Ouais. Mais ouais, c'est clair. Et du coup, faut savoir aussi ce en quoi on est bon, ce en quoi on ne l'est pas, ce qu'on kiffe, ce qu'on ne kiffe pas, et c'est très important. Je pense même c'est plus ce que tu kiffes pas, tu vois. Parce qu'en réalité, je vais pas dire que tu es mauvais dans tout, mais tu es presque mauvais dans tout. En réalité, tu vois, si juste tu remets les pieds sur terre, tu as toujours des gens qui sont meilleurs que toi. Bien sûr. Et moi, je pars de ce constat-là. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi, donc je laisse ma place. Même en tant que CEO. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de dire je suis CEO de l'entreprise. Je suis CEO de l'entreprise, d'une entreprise qui galère, qui fait 10K par mois, ou alors je laisse la place à un mec qui va te l'emmener à 10 millions par mois. Bah en fait, vas-y, prends ma place frérot, il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais clairement. Il n'y a pas photo, tu vois. Être plutôt sur le business que dans le business finalement, et bien savoir où est sa place. Et un truc qui est très vrai, c'est recruter les bonnes personnes, mais surtout les mettre au bon endroit, du coup les comprendre, les connaître, etc. Je pense que là, on a partagé énormément de points, c'était super intéressant. Imaginons que… Voilà, tu avais une chaîne YouTube, tu partages énormément de valeurs. Tu l'as encore d'ailleurs ta chaîne YouTube. Ouais, je l'ai encore. Il y a un tournoi Ça m'arrivera de temps en temps de faire des petites vidéos. Tu partages les petits reviews, Meta Legend, etc., etc. Mais du coup, imaginons là, tu es chez toi, c'est ton audience, tu as carte blanche, tu as envie de partager le conseil ultime qui a changé ta vie, ton identité, tant sur le plan perso que pro. Le truc que la personne qui nous écoute doit absolument entendre avant de quitter cette terre, quoi. En fait, c'est les derniers mots que tu viens de dire, avant de quitter cette terre. Juste, ne fais pas l'erreur de penser que avant de quitter cette terre, ça va être dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans.
Ne fais pas cette erreur parce qu'encore une fois, je le répète, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mm. Moi, je l'ai vécu de plein fouet, mais je suis chanceux. C'est pas moi qui l'ai vécu. C'est passé, on va dire, à ça parce que c'est passé à ça. C'est relatif ce que je dis, mais tu as compris. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut t'arriver à toi. Donc, je suis désolé. Peut-être qu'il y a une vie après la mort. On n'en a pas la certitude. La seule certitude que tu as, c'est que tu es en putain de vie maintenant. Donc, donne-toi les moyens de donner juste 200% de tout en fait, à tous les niveaux. C'est un jeu vidéo. Et bah, il y a 100 niveaux. Bah, va au niveau 100. Va au niveau 100. Ça sert à quoi de vivre une semi-vie? Bah ouais, dans ce cas-là, sinon, meurs en fait. Ouais, meurs. Meurs. Si c'est pour vivre, être un mort-vivant à moitié, bah meurs. Enfin, je suis désolé, c'est peut-être brutal et violent ce que je dis, mais non, t'as la putain de chance d'être en vie, donc je suis désolé. Et moi, c'est juste ce que je vous dis, parce que je l'ai vu, la mort, je l'ai vu dans mes putains de bras, tu vois. Et quand je vous dis je l'ai vu dans mes putains de bras, j'ai vu ce que c'est mourir. Le bip dans mes bras, tu vois. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut arrêter de croire que c'est dans les films, machin truc. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et même si ça va pas t'arriver statistiquement, il y a peu de chances que ça t'arrive, et bah pars du constat que ça peut t'arriver. Et donc demain, quand tu vas te lever, peut-être que tu vas faire les choses différemment. Donc du coup, je te souhaite pas que ça t'arrive ni dans ton cercle proche, encore moins à toi, mais ça peut arriver. Donc mets-le toi dans ta tête, mets-le toi dans ton cœur, et je te jure que tu verras les choses différemment. C'est bien évidemment beaucoup plus facile pour moi parce que je l'ai vécu. Et entre dire et vivre, il y a un monde. Mais voilà, au moins si ces paroles-là peuvent peut-être ça évoque quelque chose chez vous, et bah déjà, même si ça évoque 1% de ce que j'ai vécu, c'est 1% positif. Totalement, et j'espère que ça aura créé un déclic parce que là… C'est un déclic pour le coup. Là, c'est un très très gros déclic. Franchement, merci. Yes. Merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu as partagé. Avec plaisir. C'était vraiment au top. N'oubliez pas les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le petit like, abonnez-vous également, partagez. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.